Bon, voilà, il est 9 heures. Je pense qu'on va pouvoir démarrer la réunion. En tout cas, bonjour et bienvenue. Bienvenue à ce webinaire. On peut dire aussi cet atelier en ligne, en fait, si vous préférez, avec comme sujet le numérique. Et notamment, le thème, ça va être d'aborder comment être présent et visible sur le web et réussir sa transformation numérique. En effet, avec cette période de fermeture forcée de vos établissements, la transformation du numérique est devenue quelque chose d'un enjeu vital, primordial. Et pour cette raison, la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée a souhaité organiser spécialement pour les entreprises du territoire de la communauté d'agglomération un webinaire pour vous donner les outils, les moyens et des informations pour soit démarrer la transition numérique pour certains, soit pour d'autres poursuivre votre transition digitale. Alors, cet atelier sera animé par mon collègue David Seul. En fait, il est conseiller d'entreprise chargé du numérique. C'est lui qui va vous faire la présentation globale de ce webinaire. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous l'égide de la communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée, et nous les en remercions. Alors, une petite information, c'est la présentation va durer 1h30 et 9h. Je pense qu'on aura terminé d'ici 10h30. Pour la bonne pratique du webinaire, 3 points à signaler. Le premier point, c'est que vos micros sont coupés. Ceci, c'est afin d'éviter qu'il y ait des échos, en fait. Donc, c'est normal. Mais rassurez-vous, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à tout moment par le biais du chat. En fait, le chat, c'est un bouton qui se trouve en bas de votre écran. Alors, c'est soit le bouton converser ou discuter selon les versions. Et on prendra un moment à la fin de la réunion, à la fin de la présentation de David, pour échanger. Et ce sera un moment pour répondre à vos questions, à toutes les questions qui auront été posées. Deuxième point à savoir aussi, c'est que le webinaire est enregistré. Vous aurez donc la possibilité de le revoir un peu plus tard grâce à un lien qu'on vous transmettra. Ou bien vous pourrez aussi retrouver ce webinaire sur la page Facebook de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Et enfin, le dernier point à vous donner, c'est qu'à la fin de la visio, nous vous proposerons de répondre à un questionnaire de satisfaction. Donc, ça ne prendra pas plus d'une minute. Voilà pour les 3 points. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on va pouvoir démarrer et rentrer dans le vif du sujet. Et pour cela, je vais donner la parole à David, s'il m'entend. David, tu es C'est là? bon, Jamel. Voilà, David Merci est beaucoup là. pour ton intervention, pour ton introduction. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer lentement, le temps que les gens arrivent. On est encore en petit comité. De toute façon, on est dans un atelier un peu premium aujourd'hui, puisque, comme l'a souligné Jamel, c'est l'agglo Béziers-Méditerranée qui nous a permis de le mettre en place pour vous. Donc, on va y aller très tranquillement sur les 2-3 premières minutes et après, on va enchaîner un peu sur tous les sujets que nous allons voir aujourd'hui. Donc, je vais commencer le partage d'écran. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des soucis pour voir ce qui va apparaître ou si vous avez aussi des soucis avec le son, mais je pense que tout devrait être bon à ce niveau-là. Donc, comme l'a dit Jamel, aujourd'hui, on va parler de sensibilisation au numérique. Donc, sensibilisation numérique, hop. Pour vous donner un peu le programme du jour, on va parler des tendances et des bases de la visibilité. On va parler du site internet qui est l'élément central de votre communication. On va faire un petit focus sur les réseaux sociaux. On parlera, c'est un terme un peu barbare de SEM, mais c'est en fait de visibilité, de référencement, qui soit naturel ou qui soit payant. On fera aussi un petit panel d'outils et de points de vigilance, notamment sur la RGPD qui arrive en 2018 et qui n'est pas à négliger aujourd'hui. Donc, pour répondre à ces questions, on va essayer de voir le plus d'éléments possible pour voir comment vous, en tant que professionnel, vous pouvez gagner en visibilité. On va voir si vous êtes déjà sur Internet et ce qu'il faut faire pour se lancer. Marc, si tu le souhaites, on peut lancer peut-être le premier questionnaire. Quel est votre secteur d'activité? Comme ça, je vais voir un peu si on a plutôt des commerçants, si on a plutôt des professionnels du tourisme avec nous aujourd'hui. Ok, c'est parti.
Donc, en attendant, on va déjà avoir un peu quelques chiffres. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi aujourd'hui on fait un atelier pour vous permettre de booster votre activité grâce au numérique. C'est parce que c'est devenu un outil qui est incontournable. Quels que soient les moyens de communiquer, qu'est-ce qu'on veut vendre, notre façon de se projeter vis-à-vis de nos cibles clients, c'est devenu le passage obligé. Donc, je peux voir avec ce sondage. Alors, ce sondage-là, je vais rapidement le commenter. Vous êtes avant tout des commerçants et vous êtes sur la cible haute. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat quelle est votre activité. Comme ça nous permettra un peu de voir un peu ce que vous faites et comment vous pouvez vous positionner par rapport à Internet. Hop là. Donc, sur les chiffres que vous voyez à l'écran, les chiffres qui sont intéressants, c'est 84,2% utilisent Internet, 71% achètent en ligne. Le 84,2%, c'est un chiffre qui aujourd'hui ne bouge quasiment pas. Il est lié à la structure de la population française. Ça représente à peu près 52,8 millions d'internautes au niveau… Oui, je crois que c'est ça. En gros, le nombre d'internautes stagne, ce qui est normal car il dépend de la population nationale, de la moyenne d'âge, du nombre de cyberacheteurs et un peu du CSP. Et ce chiffre, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à lui, le nombre de cyberacheteurs, lui, ne fait qu'augmenter d'année en année. Ça veut dire que si on arrivait à un plancher seuil au niveau du nombre d'internautes, le nombre de personnes qui font des achats sur Internet, lui, continue d'augmenter petit à petit. Et il continue d'augmenter. Et l'autre donnée qui est intéressante par rapport à ça, c'est que le panier moyen des Français baisse aussi d'année en année. On pourrait croire que c'est un chiffre qui est plutôt négatif, mais ce n'est pas le cas, puisque ça veut dire qu'ils font des achats qui sont plus diversifiés. Ça devient quelque chose qui rentre vraiment de l'ordre du quotidien pour eux. Et du coup, ça permet aujourd'hui à un plus grand nombre de commerçants de se positionner sur Internet pour pouvoir mettre leurs produits en ligne en sachant que les internautes seront plus favorables à faire des achats, que ce soit des petits, que ce soit des gros. Là où avant, faire des achats en ligne, c'était vraiment un acte réfléchi et en marge du processus d'achat habituel. Ça devient aujourd'hui quelque chose d'important qui rentre vraiment dans les mœurs. On fait maintenant les achats en 2 clics, là où avant, on avait toute une phase de réflexion plus importante. Et surtout, le fait d'aller sur Internet fait partie du processus de réflexion avant de faire l'achat. 90% recherche en ligne avant d'acheter en magasin physique. On le verra ensuite quand on abordera les canaux de communication, les canaux marketing. Ça fait partie de tout un processus qui s'est mis en place avec le temps et qui fait qu'on ne peut pas communiquer de la même façon aujourd'hui qu'on peut le faire il y a encore quelques années en arrière. Aujourd'hui, il faut être sur plusieurs canaux, il faut faire converger ces canaux, et il faut avoir une réflexion qui est globale. Et aussi, dernier petit chiffre, pour la première fois en 2019, on a dépassé le stade des 100 milliards de chiffre d'affaires en ligne. C'est la toute première fois. On est sur une croissance de un peu plus de 11%, presque 12% par rapport à l'année 2018. Et ça va encore continuer d'augmenter d'année en année. Donc, les cibles se trouvent sur Internet et c'est là qu'on va essayer de les toucher. Et Internet, c'est aussi un monde qui change. Hop là. C'est un monde qui change. Quand Internet a commencé, c'était ce qu'on appelait le web 1.0. C'est le web des moteurs de recherche. On s'en servait pour faire de la recherche d'informations. On était simplement quelqu'un qui voulait avoir l'information sans en faire une utilisation concrète derrière, autre que d'alimenter sa psyché. Après, le web 2.0, on arrivait sur les médias sociaux. C'est là où Facebook, les réseaux sociaux sont arrivés. Ça voulait aussi dire que c'était un nouveau moyen de communiquer pour les professionnels, un nouveau moyen de s'informer pour les particuliers, un nouveau moyen de communiquer pour les professionnels et donc de faire du lien entre eux. Jusqu'à l'arrivée du Web 3.0, on est dedans à l'heure actuelle, on commence tout doucement à basculer vers un nouveau type de web. Mais c'est quoi le consommateur augmenté? C'est le consommateur qui est au centre de la réflexion du consommateur. C'est-à-dire que l'internaute, aujourd'hui, il a les flux de données qui arrivent vers lui, il renvoie lui aussi des infos, et là où avant vous lui apportiez simplement de l'information sur Internet, aujourd'hui, il va aussi vous donner ses propres données, il va aussi vous donner ses propres informations sur sa façon de consommer, et c'est ça que vous allez utiliser. Vous allez en puiser la moelle pour pouvoir derrière communiquer plus facilement avec lui sur les meilleurs canaux possibles, suivant le type de cible cliente, et ainsi vous adapter à lui. C'est aujourd'hui là où on en est. Et donc, être présent sur Internet, aujourd'hui, c'est quoi? Globalement, c'est en premier lieu être sur le moteur de recherche. On a mis Google parce que Google est utilisé par la très grande majorité des internautes, notamment en France.
C'est aussi potentiellement avoir un site internet, quelle que soit la technologie. On reverra un peu plus tard les différents types de technologies qui existent au niveau des sites internet. C'est aussi être présent sur les médias sociaux ou les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On verra aussi lors du focus réseaux sociaux quel type de cible on va trouver sur les réseaux sociaux, comment communiquer avec eux, parce qu'on ne communique pas de la même façon sur Facebook ou sur Instagram. Les places de marché, alors c'est quelque chose aujourd'hui qui, par rapport au commerce de proximité, c'est un peu antagoniste. Mais il y a aussi des places de marché qui sont locales. Il y a différents moyens de collaborer sur des sites qui ne sont pas nos sites à nous pour pouvoir quand même avoir une visibilité et se faire remarquer. À l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, mais il y a des marketplaces locales ou en tout cas des annuaires de visibilité qui sont mis en place sur nos territoires pour vous permettre, durant cette période de crise, d'avoir quand même une image Internet, même si vous n'avez pas de site Internet, ou tout simplement pour venir appuyer déjà les médias que vous possédez. Pour citer un qui, aujourd'hui, au niveau régional, qui a été mis en place par la région Occitanie, donc ici, c'était un peu ancien, c'est la place d'Amazon, qui est en cours d'ouverture et qui, dès à présent, vous pouvez vous inscrire dessus. Vous avez ensuite les comparateurs de services qui seront plutôt pour les entreprises. Aujourd'hui, comparateurs de services sont pour tout le monde, mais c'est vrai que ce sont plutôt les entreprises touristiques qui vont pouvoir en avoir une grosse utilité. On le voit dans les exemples qu'on a mis, TripAdvisor, Booking. Les comparateurs de services, c'est quelque chose qui est très important parce que votre cible cliente, la première chose qu'elle va faire quand elle va chercher un produit ou un service, c'est comparer tout ce qui se fait sur Internet. Et ça fait partie vraiment de leurs axes de réflexion actuels. Et ensuite, les annuaires. Alors, les annuaires, aujourd'hui, c'est un peu en train de tomber au niveau des pratiques. C'est pas en désuétude parce qu'il y a des secteurs d'activité pour qui c'est primordial. Je parlerai de l'industrie, le BTP aujourd'hui, les annuaires spécialisés fonctionnent énormément. Mais c'est vrai qu'après, sur des branches comme les vôtres, ce n'est pas vraiment les outils à privilégier, notamment lorsqu'on on a peu de temps, on n'a pas nécessairement des moyens à mettre humains dedans. Ça existe, mais ça devient quelque chose d'un peu secondaire. Donc ensuite, on va parler un peu de tout ce qui est le parcours client modifié. Donc avant de rentrer dedans, Marc, si tu peux mettre le questionnaire sur votre établissement est-il visible en ligne? Voilà. Donc c'est pour voir, vous avez différentes façons de répondre, pas du tout, un peu, plutôt, totalement. Totalement, c'est que vous êtes visible de partout, vous avez tout mis en place. Plutôt, c'est que vous avez mis vous êtes en cours, mais il vous manque peut-être encore quelques canaux. Un peu, c'est on se lance, on ne sait pas trop, et pas du tout. C'est déjà là, vous êtes à la visio, c'est déjà vachement bien. Il faut ensuite continuer pour la suite. Donc, pour parler de la visibilité sur Internet, on va d'abord parler du parcours du client. Le parcours du client, c'est quelque chose qui s'est modifié avec le temps et qui aujourd'hui est sur vraiment plusieurs aspects. Donc, on va voir un peu ces différents aspects. Jamel, je ne sais pas si tu veux du coup commenter les résultats du sondage sur Euh, la visibilité en ligne de nos commerçants et de nos professionnels sur le Biterrois. oui, ben on a quand même 60% des personnes qui ont répondu au sondage qui Hmm. disent qu'ils sont totalement visibles en ligne et 40% donc un peu visibles. Bon, ben, je serais curieux de voir. Alors, je dis curieux, malheureusement, la façon dont les choses s'affichent pour moi, je n'arrive pas à voir le chat. Il était présent avant de lancer le partage, il est parti dans les phrases. Mais du coup, n'hésitez pas à mettre dans, bonjour, n'hésitez pas à mettre la partie discussion un peu ce que vous avez mis en place, comme ça Jamel va pouvoir le voir et comme ça me donnera un peu l'info. C'est toujours intéressant de voir tout ce que vous avez pu mettre en place jusqu'à maintenant pour être visible, si c'est un site internet, si vous avez mis sur des marketplaces, si c'est simplement les réseaux sociaux. Et comme ça va nous permettre un peu de discuter sur le sujet. Merci. Et du coup, je vois aussi ce que vous écrivez dans le chat et grâce à mon cher collègue. Donc, le parcours client modifié. Le Web to Store. Alors aujourd'hui, on utilise beaucoup dans le milieu technique le terme ROPO, qui veut dire Research Online, Purchase Offline. J'espère que mon accent anglais n'est pas trop dégueulasse, je suis désolé.
Mais vous le connaissez avant tout comme étant le Web to Store. Ça veut dire c'est le consommateur qui va faire des recherches sur Internet, qui va se documenter sur ce que vous faites avant d'aller faire l'achat en physique. C'est l'expérience qu'on appelle Phygital, ou terme un peu barbare, où on mélange le online et le physique. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs depuis maintenant pas mal de temps, notamment avec l'arrivée en masse de la téléphonie, smartphone à base de données, en veux-tu, en voilà. C'est quelque chose à ne pas négliger. Même si l'ensemble de notre chiffre d'affaires, une grosse partie de notre chiffre d'affaires est fait en physique, communiquer online, montrer qu'on existe en online et mettre ses produits en online est primordial, puisque l'internaute, lui, ce qu'il va faire, c'est je veux ça, je vais voir ce que c'est exactement, je vais regarder les descriptions, je vais regarder combien ça coûte, je vais regarder les avis qui ont été mis. Et si vous, sur ces produits que vous vendez, vous n'êtes pas présent, il y a beaucoup moins de chances qu'à la fin, quand il termine tout ce processus, il arrive chez vous. Il ira vers la concurrence. C'est pour ça que la visibilité est importante, quel que soit ce que vous allez mettre en place. C'est ça qui va permettre aux clients Internet de vous retrouver derrière. Ensuite, c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment dans l'air du temps avec la situation actuelle, c'est le click and collect. Click and collect, je pense que tout le monde sait un peu ce que c'est. C'est le fait de faire le retrait en magasin d'un service ou de produits que le consommateur aura commandé en ligne. Alors, commander en ligne, ça peut être très bien sur votre site internet, ça peut être sur des solutions tierces que vous aurez mis en place. Parce que si on n'a pas de site internet, est-ce qu'on peut ne pas faire de click and collect? On peut en faire. On peut utiliser les réseaux sociaux pour ça. On peut communiquer, par exemple, sur Facebook, dire de nous contacter en MP pour pouvoir récupérer. On peut mettre des formulaires de contact en ligne, même si on n'a pas de site web. Il existe plusieurs solutions. Vous aurez à la fin, dans les slides de cette présentation que vous allez recevoir par la suite, vous aurez un lien vers un webinaire Google en partenariat avec les CCI qui a eu lieu la semaine dernière et qui était totalement consacré au click and collect. Donc, ça vous permettra d'avoir une bonne visibilité de ce qui existe aujourd'hui et de voir comment le mettre en place, quel que soit vous, ce que vous avez aujourd'hui comme solution. De toute façon, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous voulez vous informer, si vous voulez peut-être évoluer vers d'autres solutions. Donc, en tout cas, le click and collect, c'est en ces temps, avec le discours aussi du Premier ministre hier soir, où on sait qu'on va encore continuer pendant un petit temps dans le confinement actuel, c'est un moyen de continuer de vendre ses produits, de vendre ses services. Et pour communiquer, que ce soit sur le click and collect, que ce soit sur les produits que vous avez, il y a différents canaux qui existent. Alors, au niveau des canaux, le premier, c'est le canal simple. C'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe quasiment plus. C'est quand vous aviez la boutique physique et que vous faisiez quasiment que la communication qui était physique. C'est quelque chose qui est perdu dans l'air du temps, qui n'est plus utilisé. Le second moyen qui a commencé à voir le jour il y a déjà quelques années et qui commence à être un peu aussi dépassé, c'est le multicanal. C'est une stratégie marketing qui signifie littéralement plusieurs canaux. Ça consiste à diversifier vos canaux de contact et de sollicitation marketing tout en appliquant une approche séparée, différenciée. Ça veut dire que, en gros, la façon de communiquer en magasin vers vos cibles, la façon de communiquer sur Internet, et quand je dis sur Internet, sur le site Internet, sur le Facebook, sur Instagram par exemple, sont différenciés et ne communiquent jamais entre eux. En général, on utilise l'approche multicanal en se disant les cibles que je vais toucher avec mes différents moyens de communication sont totalement différentes. Je ne vais pas toucher la même personne avec peut-être du print physique qu'avec mon site internet et encore avec mes réseaux sociaux. Donc, un canal est égal en gros à un parcours client. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus vrai. On est plutôt dans l'ère du cross-canal et on verra aussi un peu de l'omnicanal, même si c'est quelque chose qui est encore assez pointu. Le cross-canal, c'est l'idée de passerelle entre les différents canaux de contact. Ça veut dire qu'on va faire interagir les canaux entre eux afin que le client puisse facilement passer de l'un à l'autre et de manière assez fluide. Par exemple, le click and collect, c'est un exemple de cross-canal. On commence par du digital pour finir en magasin. Le fait aussi de faire des coupons qui sont reçus par mail, c'est un autre moyen de faire du cross-canal. Ça veut dire on reçoit par mail un coupon qu'on va venir utiliser en magasin. Et tout simplement, le cross-canal, ça va être de commencer le parcours sur du Facebook pour le terminer peut-être sur le site internet. C'est le fait d'avoir une communication qui est plutôt globale, une stratégie marketing qui est globale et où chaque canal va interagir pour se renvoyer le client jusqu'au moment où il va procéder
à l'acte d'achat ou, suivant la stratégie que vous aurez mis en place, le contact vers vous ou une réservation possible. Et pour arriver à mettre tout ça en place, il faut élaborer une stratégie. Parce que si vous vous dites, je me lance dans Internet, je vais créer mon site Internet, je vais me lancer sur les réseaux sociaux sans avoir une stratégie préétablie, sans avoir des objectifs préétablis, je ne vais pas vous dire que vous courez à la catastrophe, mais il y a quand même de fortes chances que vous n'ayez pas les résultats qui sont escomptés. Donc, élaborer une stratégie, c'est quoi? C'est se poser à un moment devant une feuille de papier ou devant un document sur son ordinateur et de poser les choses à plat. Déjà, qu'est-ce que je veux faire sur Internet? On va définir nos objectifs. On va voir avec ces objectifs ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux toucher ensuite comme cible. J'ai un objectif, quelle est la cible qui est derrière? C'est le concept de un peu persona. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. Persona, c'est identifier les cibles clients que vous pouvez avoir. C'est mettre un nom sur un type de cible client et c'est mettre toute une vie derrière ce nom. Sa façon de vivre, son CSP, son âge, sa famille et aussi comment il, il va consommer. Et en définissant ces cibles, en définissant ces personas, vous allez pouvoir savoir avec quels médias, avec quels canaux les toucher. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir aussi analyser son parcours d'achat. Ça veut dire qu'une personne, le célibataire un peu jeune, vous allez pouvoir voir qu'il va passer peut-être par votre Instagram pour regarder les jolis vêtements que vous avez. Et depuis l'Instagram, ben, lui, il va aller dans votre bio pour se rendre sur le site internet et continuer le processus d'achat. Les parcours d'achat, du coup, c'est un parcours d'achat par cible. Ensuite, vous allez, à partir de ces objectifs, à partir de ces cibles, à partir de ces parcours d'achat, vous allez pouvoir créer des contenus qui sont adaptés. Vous allez savoir si vous devez peut-être plutôt faire du blogging, mettre en avant du contenu, peut-être mettre des tutoriels, comment vous allez positionner vos produits sur votre site, quelles sont les descriptions qui sont attendues de vos produits, quel type de photos vont faire de l'œil, et sur les réseaux sociaux, quel type de contenu je vais mettre en place. C'est comme ça qu'on va savoir aussi comment mettre sa ligne éditoriale en place. Une ligne éditoriale, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce que je publie quand je le publie sur chacun de mes médias différents. Je vais publier d'une certaine façon sur Facebook, à certains jours, à certains horaires, en mettant certains types de contenu. Je ne ferai pas pareil sur Instagram et le site internet aura aussi une autre vocation. Et si je fais du B2B, c'est pareil. Sur LinkedIn et sur les plateformes qui sont faites pour, j'aurai un certain type de communication. Je vais aussi observer la concurrence pour savoir comment ils fonctionnent et m'en inspirer. Et je sais qu'on a eu tendance à dire, notamment sur le commerce physique, que on ne pouvait pas, c'était pas une super bonne chose de regarder comment faisait la concurrence. Il fallait sortir des sentiers battus et faire sa propre communication, faire sa propre stratégie. Sur Internet, il ne faut pas hésiter à regarder comment ça fonctionne chez les autres pour voir les bonnes pratiques, voir les mauvaises pratiques, en tirer le meilleur et ensuite se créer sa propre image et utiliser toutes ces bonnes pratiques qu'on aura vues pour alimenter ses propres pratiques. Donc l'observation de la concurrence, c'est quelque chose de très important et ce n'est pas à négliger. Définition des ressources et des outils, à partir du moment où je sais ce que je veux faire, vers qui je veux communiquer et comment je veux le toucher, il faut que je vois derrière qu'est-ce que je vais utiliser. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'un site internet marchand est primordial pour moi? Aussi, quel type de site marchand? Est-ce que plutôt, je ne vais pas nécessairement faire de la vente en ligne, mais je vais informer, donc ça va être un site vitrine sur lequel je vais m'appuyer. Sur quel type de réseaux sociaux? C'est là où on va voir tout ce genre de choses et aussi les outils annexes. C'est-à-dire que si je fais un site marchand, je vais aussi déterminer vont être mes moyens de livraison, quels vont être mes moyens de paiement, si je dois lier mon site à un CRM, le lier à ma gestion de stock, gestion de caisse, ce qui est important suivant la quantité de produits que je suis prêt à mettre en place sur mon site dans les objectifs que je me suis fixés. Voilà, c'est là où, en posant tout sur le papier, on va pouvoir voir un peu le schéma de ce qu'on va vouloir lancer. Et à partir de tout ce processus, on va pouvoir mesurer les résultats qui sont obtenus. C'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Le KPI, ça veut dire sur les indicateurs de réussite. Et c'est là où on va se dire, à partir du moment où j'ai des objectifs, où j'ai déterminé tout mon processus, je vais voir les indicateurs que je vais mettre en place pour voir si je réussis ou si je ne réussis pas. Des indicateurs qui seront mesurables, qui seront limités dans le temps pour voir vraiment les actions et les retours que j'en ai.
Et à partir de là, je saurai si mon retour sur investissement est bon et s'il n'est pas bon avec ces indicateurs. C'est là où je vais pouvoir modifier, évoluer vers autre chose. Alors aujourd'hui, pour communiquer, vous avez pas mal de biais différents. Donc là, je vais faire un rapide focus sur une stratégie marketing qui arrive depuis quelques années. C'est vraiment assez récent, mais qui fonctionne de mieux en mieux. C'est le marketing d'influence. Je ne sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous êtes aujourd'hui un peu, si vous avez l'habitude de ça, si vous connaissez le terme, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Le marketing d'influence, c'est quoi? Alors déjà, c'est quoi un influenceur? Un influenceur, c'est un leader d'opinion. C'est en fait quelqu'un qui a une visibilité sur Internet, sur un thème en général assez précis. C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur son blog, ça peut être sur YouTube notamment. Et c'est quelqu'un qui a construit une communauté. Donc, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il produit du contenu, est suivi par un certain nombre de personnes, des personnes qui peuvent être considérées comme des prospects, qui peuvent être considérées comme des ambassadeurs. Il est reconnu comme un expert et une source d'inspiration pour eux. Et donc, du coup, à partir du moment où il va produire du contenu, il va être suivi par cette communauté. Et donc, eux-mêmes vont être les prescripteurs de ce qu'il va produire. Et là où c'est intéressant pour vous, c'est que du coup, il peut orienter les comportements de consommation. Ça veut dire que si vous sollicitez un influenceur, eh ben, vous allez peut-être lui demander de faire de la pub pour un de vos produits. Vous allez lui demander, peut-être si vous êtes dans le tourisme, de faire faire de la pub, c'est pas vraiment le terme. Mais vous allez lui demander de faire de la publication qui est liée, par exemple, à votre établissement, en peut-être l'invitant à passer une nuit chez vous, ce genre de choses. Et c'est là où il va jouer son rôle. Parce que les objectifs que vous pouvez avoir à faire appel à un influenceur, c'est promouvoir le lancement d'un produit, d'un service, d'un événement. C'est avoir du contenu que vous pouvez récupérer aussi pour vous. Parce que, par exemple, un YouTuber, vous allez pouvoir partager sur votre site la vidéo qu'il a produite pour montrer un peu la vision qu'il a. Ça va vous permettre aussi, suivant ce que vous lui avez demandé, de gagner des abonnés sur les réseaux sociaux. Ça va vous permettre de faire des ventes. Ça va vous permettre de générer du trafic sur votre site. Et tout simplement d'améliorer votre référencement naturel. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie, d'améliorer le référencement naturel d'un site Internet. Et si vous voulez en savoir plus sur comment communiquer avec un influenceur, comment le solliciter, vous verrez dans les liens en dessous qu'on aura terminé. On avait fait en juin ou en juillet un webinaire justement sur le marketing d'influence. Comme ça, vous verrez les différents types d'influenceurs qui existent, les biais pour les contacter et un peu tout ce qu'ils peuvent produire pour vous. Donc, si c'est bon pour vous, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Bon, moi, le chat a de nouveau replanté, donc malheureusement, je ne l'ai de nouveau plus, mais au moins Jamel récupère vos questions au fur et à mesure et me les posera à la fin. C'est dommage, ça perd un peu d'interaction à mon niveau, mais bon, on va faire avec. Et du coup, on va passer sur le site Internet. David, Oui, juste une petite remarque sur les dis-moi. influenceurs. On a un exemple bien particulier sur Béziers avec la boutique Cookshop à Béziers qui travaille avec une influenceuse, Mercotte, qui passe à la D'accord. télé notamment pour le meilleur pâtissier. Et elle fonctionne beaucoup ça apporte beaucoup en tout cas pour sa boutique. Oui, de toute façon, c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Par exemple, sur des magasins de vêtements, il n'est pas rare que l'on fasse appel à des influenceurs en leur proposant un ou deux produits. Elles vont le porter sur elles. Ça va plutôt être des influenceuses Instagram qui vont mettre des publications avec le vêtement et où ils l'ont acheté, lien vers l'Instagram de la personne en question. Et c'est comme ça que le marketing d'influence fonctionne. C'est un biais aujourd'hui qui est plutôt utile et quelle que soit la taille qu'on peut avoir, on peut y faire appel. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. Donc, le site Internet. Le site Internet, c'est l'élément central de toute votre stratégie. Donc, on vous a préparé une petite infographie pour vous montrer un peu toutes les interactions qu'il peut y avoir entre votre site Internet et tous les médias qui peuvent graviter autour. C'est vraiment le centre névralgique de toute votre stratégie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des flèches qui peuvent aller dans deux sens. Par exemple, sur le référencement naturel, ça fonctionne dans les deux sens, mais avant tout, les flèches vont toujours renvoyer vers le site Internet. À partir du moment où vous avez un site web, on part du principe que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le contenu physique et tout, à un moment ou à un autre, il faut que ça envoie vers le site Internet puisque c'est lui qui, au final, va vous faire les conversions.
Donc voilà, à partir du moment où vous vous lancez dans le site internet, prenez bien en compte que la façon de communiquer que vous aurez, ce sera pour renvoyer vers lui ou bien sûr vers votre boutique physique, bien sûr. Mais voilà, le site internet, vous faites des partenariats sur des places de marché, vous êtes sur des portails spécialisés, vous avez peut-être des points dans la presse, vous avez par exemple mis des encarts dans des journaux, ce genre de choses. Ils vont toujours envoyer vers votre site internet. Vous faites du référencement payant, ça ne sert à rien de faire du référencement payant si vous n'avez pas un site internet, puisque le seul but du référencement payant, c'est de renvoyer vers lui pour générer derrière de la conversion. Le référencement naturel, il est fait pour fonctionner avec le site internet. Et même lorsque vous êtes sur des salons, ce genre de choses, il n'y a rien de plus simple que de mettre votre nom de domaine sur des flyers, sur des kakémonos, ce genre de choses, pour que les gens, même quand ils sont encore dans le salon, ils aillent voir votre site internet pour voir ce que vous proposez. Donc voilà, c'est vraiment l'élément central de votre stratégie marketing. Et après, du coup, un site internet, il en existe plusieurs sortes. Il existe le site qui va nous servir simplement à montrer qu'on existe, à montrer notre marque, c'est la visibilité, c'est le site vitrine. On ne va pas vendre dessus, mais en tout cas, on va se faire connaître. Il va notamment servir à renvoyer vers notre boutique physique ou si on est un professionnel du tourisme, à renvoyer vers nos outils de réservation ou la réservation tout simplement physique. Le site de e-commerce, bien sûr, pour convertir tous ces visiteurs qui viennent dessus en acheteurs. Et vous avez aussi les plateformes. Alors les plateformes, c'est quelque chose qui est apparu depuis assez peu de temps, mais c'est tout ce qui va être Uber, Airbnb, où là, ça marche dans les deux sens, où la visibilité est apportée par une plateforme extérieure et va vous permettre de toucher des cibles différentes. Et un site internet, à quoi il sert? De base, un site internet, ça sert à attirer quelqu'un qui ne vous connaît pas et le transformer au fur et à mesure des différentes étapes en ambassadeur. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé étranger va devenir un visiteur, il va commencer à s'informer, il va être attiré par votre marque, il va vouloir en connaître plus dessus. S'il est intéressé, si vous avez réussi à le toucher convenablement, il va vouloir s'engager. Donc, de visiteur, il va devenir un prospect. Il va être intéressé par votre marque. Et si votre processus d'achat est cohérent et que la mise à disposition de vos services, de vos produits correspond exactement à lui, ça va devenir un client. Vous allez réussir à conclure. Et si le client il est content, vous allez réussir à le fidéliser. Et un client content que vous avez fidélisé sur Internet, c'est quelqu'un qui est susceptible de devenir un ambassadeur. C'est-à-dire quelqu'un qui va porter votre marque et qui va la faire connaître. C'est notamment vrai, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où vous allez pouvoir créer cet engagement, créer cette fidélisation. Et lorsque vous allez mettre du contenu sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, c'est lui qui va être en charge de le diffuser. Ça, on le reverra un peu plus tard sur la partie des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il existe différents types de sites web, il existe aussi différentes technologies pour créer son site web. Donc c'est pour ça que là, on vous a fait un petit tableau très simple pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Schématiquement, vous avez trois grands types de sites web. Vous avez les plateformes qui sont clés en main, c'est Wix, Shopify, WheezyShop, Jindo. Ce sont des solutions où vous n'avez pas à vous embêter à chercher un hébergeur, vous n'avez pas à vous embêter à vous dire techniquement comment je vais faire mon site internet, j'ai besoin d'un prestataire, ce genre de choses. Tout est proposé par la plateforme en question. Donc, le gros avantage, c'est une grande facilité d'utilisation. Vous pouvez quasiment tout faire tout seul et ça vous offre quand même un panel d'options qui sont déjà préinstallées. Le problème de ce genre de solution, et ce n'est pas des petits problèmes quand même, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de votre site. Ça veut dire que tout le site en lui-même, les contenus sont sur des plateformes qui ne vous appartiennent pas. Et donc, le jour où vous voulez partir, ça peut être très compliqué de tout récupérer. Donc ça, il faut faire très attention. Si un jour vous partez sur ce genre de solution, vous voulez migrer sur une autre solution, et ça peut être compliqué de récupérer toute votre antériorité et la structure même du site. De toute façon, c'est pas la peine. Là, il faut oublier. Le faire référencement n'est pas totalement optimisé, même si ce sont des choses qui s'améliorent avec le temps. Il y a quand même des biais sur le référencement naturel, c'est-à-dire sur le fait d'être trouvé par les moteurs de recherche qui sont pas encore au top sur ce genre de solution. Et en plus, si vous voulez rajouter du référencement payant par-dessus, ce sont des briques qui se mettent encore et donc ça peut être des montants à rajouter. Les fonctionnalités sont limitées. Vous n'avez pas, même s'il y a pas mal de fonctionnalités, il y en a un certain nombre qui sont gratuites, un certain nombre que vous allez devoir payer en plus de l'abonnement, puisque ça va fonctionner par abonnement mensuel.
Et de plus, il y en a certaines qui n'existent tout simplement pas. Et donc, certains vont vouloir se dire: «Je veux faire telle chose avec mon site» et ce ne sera pas possible. Et aussi, ça se voit sur, un certain nombre de solutions clés en main, notamment qui sont spécialisées sur le e-commerce. Vous avez un pourcentage qui peut être prélevé sur vos ventes puisque les outils, pour, conclure les ventes sont directement sur ces plateformes, donc elles considèrent qu'elles ont un droit de regard dessus. Donc voilà, ce sont les éléments à prendre en compte. C'est pas la solution qu'on va vous recommander. Si vous voulez, peut-être débuter, si vous voulez faire un site vitrine, vous n'avez pas trop de temps, vous avez un certain type de budget, ça peut être une solution envisagée, mais clairement aujourd'hui, c'est pas la solution vers laquelle nous, on va vous envoyer, on va vous dire d'aller parce que quand même les points négatifs sont assez nombreux et au final, ça peut être intéressant pour se lancer, mais ce n'est pas une solution qui peut être pérenne dans le temps. Ce qui est intéressant dedans quand même, c'est que vous avez pas besoin d'avoir de connaissances techniques pour vous en sortir. Le second type de site, c'est aujourd'hui ce qui, on va dire, est le plus répandu, ce qu'on appelle les CMS. C'est pas vraiment un terme que vous avez besoin de retenir. Ce sont des sites en WordPress, en PrestaShop. Ce sont des plateformes qui en elles-mêmes sont gratuites, qui sont puissantes, qui sont modulables, qui ont des communautés qui sont très importantes derrière et qui vous permettent de faire des sites très professionnels, n'importe quel type de site, que ce soit des sites vitrines, que ce soit des blogs, que ce soit des sites de e-commerce, de manière très simple. Par contre, pour vraiment en utiliser toute la quintessence, pour vraiment avoir toute la puissance de l'outil, il faudra toujours passer par un prestataire puisque lui pourra vous la déployer de façon aisée, de façon optimisée et ainsi vous pourrez vraiment avoir un site on va dire, hyper optimisé pour fonctionner. Vous êtes propriétaire de votre site et de vos données, c'est super important. C'est vous qui allez choisir votre hébergeur, c'est vous qui allez choisir votre nom de domaine. Tout va vous appartenir. Ça veut dire que quand vous allez travailler avec un prestataire, vous allez mettre votre site en place. Si vous avez un souci, il n'y a pas de souci, hein. C'est vous qui gardez tout. Vous gardez le site, vous gardez les bases de données. L'interface d'administration est accessible. Ça veut dire qu'à partir du moment où le site est mis en place, ce qu'on appelle le back-office, votre partie pour vous gérer votre site, il n'y a pas besoin de connaissances techniques. C'est très simple d'utilisation. Votre prestataire vous aura formé, si c'est un bon prestataire, pour le prendre en main. C'est super adaptable. Il existe, comme ce sont des communautés qui sont importantes, il existe énormément de ce qu'on appelle des modules ou des extensions pour vraiment faire ce qu'on veut avec. En plus, on peut rajouter, si votre prestataire est un codeur, il peut vraiment mettre à votre sauce le site. Et optimisation pour les moteurs de recherche. Il y a des petits trucs qui aujourd'hui ralentissent un peu, mais globalement, ce sont des sites qui sont très bien optimisés pour Google, sur lequel on peut aller très loin pour se positionner dans les plus hauts résultats. Ce ne sont pas des types de sites, en tout cas, qui vont être problématiques pour vous positionner dans Google. Ils vont vraiment vous donner toute la puissance nécessaire pour ça. Mais par contre, l'inconvénient, c'est vous pouvez, si vous vous formez, vous pouvez le déployer seul. Vous pouvez vous former, vous allez pouvoir récupérer la plateforme. Comme j'ai dit, c'est gratuite. La seule chose que vous aurez à payer sont les éléments d'hébergement, de nom de domaine, mais clairement, vous n'aurez pas le résultat escompté, je pense, si vous le faites seul. Et il faut avoir quand même des notions techniques derrière pour faire la mise en place. Donc, quand même, passer par un prestataire, c'est très important et c'est ça qui va vous garantir d'avoir un site qui a le plus de chances de fonctionner. Et après, j'ai mis le troisième type de site, mais bon, voilà. Les sites sur mesure entièrement codés. Et je vous l'ai mis parce que si vous voulez vraiment le site qui vous ressemble, ou si vous voulez faire une plateforme, si vous voulez faire une application, c'est le site sur mesure. Vous pouvez vraiment avoir le site qui répond parfaitement à vos besoins, qui répond parfaitement à ce que vous souhaitez. Il s'ajuste exactement, quoi. Mais par contre, les tarifs sont très élevés et ça peut être très long à déployer. Là où un site en plateforme clé en main, type Wix, Shopify, vous pouvez le déployer très rapidement. Si vous passez du temps dessus, ça peut se déployer en quelques heures. Un site en type WordPress, PrestaShop, c'est le temps de développement, mais ce ne sont pas des temps de développement qui peuvent être très longs. Ça peut se faire quand même très rapidement. Un site sur mesure entièrement codé, bon, là, ce ne sera pas la même chose. Donc voilà, c'est un peu les trois grands types de sites qui existent aujourd'hui. Une plateforme clé en main, c'est un abonnement. Vous allez payer un montant par mois. Vous n'avez pas besoin de sortir une grosse somme.
Mais voilà, c'est un abonnement, donc ça veut dire que sur la durée du cycle, quand même, les sommes vont s'accumuler, donc il faut voir ce que ça représente. Avec un CMS, vous êtes passé par un prestataire, donc vous allez payer une prestation à un moment donné, vous allez peut-être payer aussi une maintenance avec, mais les coûts sont quand même relativement maîtrisés. Bon, et les sites sur mesure entièrement codés, vous êtes sur des milliers et des milliers d'euros, voilà, c'est d'autres types de choses. Jamel, je ne sais pas du coup s'il y a peut-être deux, trois questions déjà sur cette partie-là ou pas. Comme j'ai dit, c'est vrai que moi, malheureusement, ça a disparu au niveau de la fenêtre de conversation, donc je ne peux pas trop voir. Vide. Donc oui, une question qui peut être posée, c'est de Hmm. dire, pour ceux qui n'ont pas de site web, Ouais. sur quelle plateforme ils pourraient se référencer? Quelqu'un qui a juste les réseaux sociaux, qui a Facebook, qui n'a pas un site web particulier. Il y a, alors, S'il n'a pas de site web, la première oui. chose que je vais dire, c'est envisager si avoir un site web, c'est la bonne option. Ou sinon, ben, c'est peut-être viser les marketplaces, regarder ce qu'il y a en marketplace local, en marketplace alors, aussi peut-être national. Et après, ben, tout à l'heure, j'en ai parlé, aujourd'hui, il y a d'Amazon qui a été lancé au niveau régional, qui est une solution pour avoir la visibilité. Je ne sais pas si c'était pas dans votre zone, justement, qu'il y avait aussi quelque chose qui se lançait sur le même principe, Jamel. Alors oui, sur le territoire de Béziers, il y a Hum, deux marketplaces locales. Il y a hum, Local Place, qui est une émanation de Crouton, que je pense que les chefs d'entreprise doivent connaître. ouais, Et puis, il y a toute nouvelle place de marché qui vient de s'ouvrir, qui s'appelle Mon Petit Commerce Local, hum, qui va être proposée sur toute la France. Et l'agence qui fait cette marketplace est basée à Béziers. d'accord. Voilà. Elle va proposer des sites web pour les commerçants pour débuter, Hum. et même pour vendre en ligne. D'accord. Voilà, ce sont des solutions qui peuvent être envisagées. Mais bon, à partir du moment où on veut vraiment se constituer l'image, à un moment ou à un autre, le passage par un site internet, alors après, il faut regarder par rapport à son activité, par rapport à notre façon de communiquer, par rapport aux cibles qu'on veut toucher, mais c'est quand même une solution qui doit être envisagée à un moment ou à un autre. En tout cas, ça doit rentrer en réflexion. Ok. Et donc, du coup, avant de se lancer pour créer un site internet, c'est comme tout, c'est comme la stratégie marketing, il faut se poser les bonnes questions. Donc là, on vous a un peu listé les bonnes questions à se poser avant de se lancer dedans. Quel est mon objectif sur mon site internet? Est-ce que vous voulez faire simplement de la visibilité? Vous voulez mettre votre image de marque en avant? Vous voulez mettre vos avantages concurrentiels en avant? Ou au contraire, est-ce que vous voulez faire de la vente? Et donc, ça va vous permettre de déterminer quel type de site vous voulez faire. Quelle est la cible? C'est toujours la même chose. Quelle est la cible que je veux toucher avec mon site internet? Au travers de la stratégie que j'aurai déterminée, toute ma stratégie globale marketing, ben, quelles sont les cibles qui vont correspondre particulièrement à mon site web? Quels sont les contenus que je vais proposer? Parmi tous les contenus, ça peut paraître un peu réédite, mais c'est pas la réédite par rapport à ce qu'on a vu un peu avant, parce que ça vous permet d'avoir un peu tous ces axes de stratégie qui rentrent au fur et à mesure. Quel contenu je vais proposer? Ben, si je suis sur un site qui n'est que vitrine, est-ce que je vais pas faire une partie blog pour mettre du contenu frais régulier, du contenu frais qui sera donc potentiellement vu par des prospects, qui sera aussi super utile pour mon référencement sur Google et qui va me permettre de me faire connaître. Peut-être que je suis un magasin de coutellerie artisanale et donc je vais mettre en avant un peu mes produits, ma façon de faire, ma façon d'envisager mon art et donc ça va me permettre de faire du contenu soit du contenu frais, du contenu blogging de manière régulière. Voilà, le contenu, c'est quelque chose à bien réfléchir en amont, quel que soit le type de stratégie, que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour le site internet, parce qu'après, il faut pouvoir le dérouler de manière convenable, de manière organisée dans le temps. Après, pour la partie référencement, à partir du moment où je sais quel contenu je veux faire et pour quelle cible je veux le faire, quels sont les mots-clés qui vont m'identifier moi et mon offre. Les mots-clés, c'est l'élément un peu central dans le référencement naturel que vous allez pouvoir proposer. Donc, savoir quels sont les mots que potentiellement mes cibles vont utiliser pour arriver jusqu'à mon site. Là, il ne faut pas hésiter à aller voir, de ne pas juste se concentrer sur soi-même, mais à aller voir les amis, la famille, ceux qui achètent déjà chez vous et leur demander, toi, si tu devais me définir, quel est le mot que tu utiliserais? Parce que nos cibles, nos amis, ceux qui ne sont pas du métier, n'utilisent pas nécessairement les mêmes mots pour nous définir en tant qu'activité que nous, on le ferait. Et c'est à partir de ces mots-clés, vous allez pouvoir aussi constituer tous vos contenus. C'est eux que vous allez émailler dans vos contenus. C'est à partir d'eux que vous allez travailler tout votre référencement naturel de contenu.
Quel design pour mon site? Comment j'envisage de manière visuelle mon site internet? Là aussi, l'analyse de la concurrence vous aide à savoir un peu ce qui existe, vous permet de voir ce qui a l'air sympa visuellement, ce qui a l'air ergonomique. C'est quelque chose qui est très important, l'ergonomique. L'expérience utilisateur en elle-même est quelque chose qui est super important. Là, en mai 2021, donc ça va approcher très vite, Google va apporter des nouvelles modifications dans son algorithme et va mettre plus que jamais l'expérience utilisateur au centre du parcours client et du référencement naturel. Ce qui veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez déjà un site internet qui peut être un peu ancien, peut-être qu'il y a des informations qui sont compliquées à trouver pour le client, peut-être que son parcours d'achat est arrêté au bout d'un moment, son tunnel d'achat même est arrêté au bout d'un moment parce qu'il n'arrive pas à s'orienter. Sachez que dans quelques mois, ça va être hyper pénalisant du point de vue de Google. Donc l'ergonomie, le design de notre site, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir et c'est quelque chose qu'il faut vraiment poser sur la table et qu'il faut mettre de manière très explicite avec le prestataire que vous aurez choisi si vous passez par un prestataire pour que ça convienne à la fois à vos internautes, à la fois à vous et à la fois à Google. Après, quel nom de domaine choisir? Le nom de domaine, en fait, vous avez deux grands axes de réflexion. Est-ce que je vais utiliser ma raison sociale, mon image de marque comme nom de domaine, ou est-ce que je vais me baser sur des mots-clés pour décider de mon nom de domaine? Aujourd'hui, Google accorde une valeur de référencement naturel assez limitée sur le nom de domaine. Donc, il y en a certains, par exemple, qui vont mettre restaurant-béziers.fr comme nom de domaine. Moi, je serais tenté de vous dire que c'est pas hyper primordial de se positionner sur des noms-clés, des mots-clés comme ça. Autant mettre votre marque directement en avant. De toute façon, le nom de domaine, il faut que quelque chose soit simple, qu'il soit court et qu'il soit facile à retenir pour l'utilisateur. Parce qu'à partir du moment où il va vous connaître, c'est à partir de ce moment-là, vous allez commencer à le fidéliser dans son parcours. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, il va venir vers vous en direct en utilisant le nom de domaine. Où héberger mon site internet? Là aussi, c'est une réflexion à avoir. On peut se dire qu'on va chercher la solution d'hébergement un peu low cost, pas cher, parce que bon, ça suffira toujours. L'hébergement, ce n'est pas négligé. L'hébergement va déterminer le nombre de personnes qui vont pouvoir se connecter sur votre site internet en simultané sans que le site j'allais dire RAM ralentisse. Ça fait partie de l'expérience utilisateur. C'est du coup aussi un vecteur de référencement naturel. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir un peu toutes les solutions qui existent. Il y a des solutions qui sont très bien, comme ODeSwitch, comme c'est quoi déjà, Planet Hoster, je crois, qui sont très ouvertes, qui sont peut-être légèrement plus chères, et j'ai vraiment légèrement, que d'autres solutions qui peuvent nous paraître bien et qui ne coûtent pas très cher à l'année, mais il faut quand même mettre les moyens derrière. Et de toute façon, ça, c'est quelque chose à partir du moment où vous savez quel type de site vous voulez mettre en place, c'est aussi là que vous allez déterminer quel type d'hébergement vous avez besoin. De toute façon, ce genre de questions, c'est des questions que vous pouvez me poser. On peut se voir en tant que conseiller digital pour un peu voir vos besoins réels et donc se projeter sur ce genre de choses. Et ensuite, la dernière question, c'est quels sont mes budgets pour créer mon site internet et pour mon marketing. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais quel type de site internet je veux faire, que j'ai identifié un peu ma façon de communiquer, quels sont mes leviers marketing, il faut que je vois ce que je peux mettre comme budget pour créer mon site internet et aussi quel budget je vais mettre pour assurer la visibilité de celui-ci. Le marketing, c'est de pouvoir rendre visible toute mon image de marque sur internet. Donc là aussi, ce n'est pas négligé et c'est ça aussi qui va déterminer des fois les choix que vous allez pouvoir faire sur votre façon de communiquer et sur le type de site que vous allez pouvoir faire. Et c'est pour ça qu'avant de vous lancer, il est primordial de passer par un cahier des charges pour pouvoir mettre noir sur blanc tout ce que vous voulez pour pouvoir constituer votre image de marque sur Internet et pouvoir le retranscrire le plus fidèlement possible à un éventuel prestataire. Donc là aussi, vous en faites pas, vous verrez dans les slides de fin, la CCI de l'Hérault a un cahier des charges en marque blanche. C'est un cahier des charges que nous avons rédigé. La dernière version, justement, a été remaniée par notre collègue Marc, qui aujourd'hui est aux manettes, et qu'on remercie d'être derrière tout le processus technique de ce webinaire pour l'animer. Donc, ce cahier des charges, on va vous permettre de mettre comme il faut toute votre pensée avec en plus pas mal de petits commentaires pour vous dire un peu la façon d'organiser les choses. Donc, vous aurez le lien, vous pourrez le télécharger directement sur le site de la Cécile Léraud et c'est vraiment un passage primordial pour pouvoir vous lancer dans votre projet.
Et donc, si on résume tout ça, le site internet, à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous permettre de générer du trafic qui est qualifié, puisque bon, en faisant le bon référencement naturel, en ayant le bon site internet, ce qu'on veut, c'est avoir du trafic qui nous serve à quelque chose. Donc, si on fait de la vente en ligne, si on fait de la réservation en ligne, c'est d'avoir de la conversion. Le site internet va disposer d'une interface ergonomique afin de retenir l'attention de l'utilisateur, de l'internaute. Il représente bien l'univers de l'entreprise. Le site internet, c'est, comme j'arrête pas de le dire, c'est un vecteur de votre image de marque. Donc, il faut retranscrire un peu toutes les valeurs que vous avez et qui animent votre esprit d'entreprise. Et donc, le site internet, c'est une vitrine parfaite pour ça. Vous avez des valeurs, ça va peut-être être des valeurs sur du développement durable, sur la façon d'envisager le commerce, sur votre façon de produire des services et des produits. Et ben, vous allez pouvoir le mettre en avant et les gens vont pouvoir s'immerger dedans et donc être en empathie avec vous. Donc, très important. Vous allez fournir de l'information qui est pertinente et qui est régulièrement mise à jour. Donc, un site internet efficace, un site internet qui vit énormément, on sent qu'il y a toujours quelqu'un qui est derrière, qui n'est pas abandonné. Et donc, on est susceptible de revenir plus souvent sur un site internet qui a du contenu qui est frais pour voir justement quel est le nouveau type de contenu, quels sont les nouveaux types de produits. Peut-être que les chambres d'une chambre d'hôte ont évolué. Donc voilà, contenu pertinent et régulièrement mis à jour. Il est souple et évolutif. Il s'adapte aux besoins de mes clients. Il permet vraiment au client d'avoir un cheminement qui est simple pour lui et qui lui permet de trouver l'information ou le produit très facilement. Un site internet efficace, c'est aussi un site internet qui propose un ou des services à valeur ajoutée. Tous vos avantages concurrentiels doivent être mis dessus. C'est ça qui vous permet de vous démarquer et qui permet de contacter l'entreprise facilement, tout simplement. Toutes vos informations de communication devront être facilement accessibles et devront être facilement utilisées. Donc, ça va être le formulaire de contact, c'est le numéro de téléphone qui sera mis dans la partie haute du site internet. En tout cas, l'internaute ne doit pas se sentir abandonné à lui-même. À partir du moment où il est sur votre site, s'il y a un truc qu'il ne comprend pas ou s'il a besoin de vous poser des questions, il doit pouvoir très rapidement vous poser ces questions. Avant de passer sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, Jamel, si il y a une ou deux questions qui ont été posées, s'il y a quelque chose que tu veux mettre en exergue. Est-ce que vous m'entendez? Oui, peut-être est-ce qu'on peut toucher un petit mot sur Google My Business Ouais, qui... alors Google My Business, j'aurai une slide qui va arriver juste Ah, derrière. d'accord. Bon. Donc oui, on va parler un peu de Google My Business qui est du référencement local. Donc on va rentrer dans la partie référencement. On va en parler très rapidement parce qu'on va aussi vous joindre lorsqu'on aura fini le webinaire toute une présentation hyper complète avec tout ce que propose Google My Business. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui un levier, si vous ne l'avez pas encore, à pouvoir mettre très rapidement en place et qui est un bon moyen de se faire connaître. Donc on va pouvoir revenir dessus juste ensuite. Donc si ça vous va, on va passer sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, on vous a mis une infographie un peu barbare où il y a énormément de chiffres. Mais simplement pour dire que les réseaux sociaux, c'est énormément de personnes dans le monde. C'est quelque chose qui est primordial aujourd'hui. On a tendance à se dire que certains réseaux sociaux qui sont peut-être un peu plus anciens, je pense notamment à Facebook, parce que je l'entends des fois lorsque je suis dans des entretiens individuels avec des commerçants, c'est un peu en désuétude. En fait, chaque réseau social a sa propre utilité et chacun peut vous aider à vous construire votre image et à vous permettre de toucher des nouvelles cibles. Donc, même si on dit que Facebook, c'est un peu moins utilisé, la cible jeune va moins dessus, ça reste quoi qu'il arrive le numéro 1. Et largement, c'est ce qui est le plus utilisé au monde. Et c'est un vecteur de communication important. Et on va voir pourquoi ensuite. YouTube. YouTube qui est hyper utilisé parce qu'aujourd'hui, on ne va pas dire que l'internaute est feignant, mais on va le penser très fortement. L'internaute, il a de plus en plus de mal à lire, il a de plus en plus de mal à se concentrer sur du contenu qui est non dynamique. Donc, dès qu'il peut trouver du contenu qui est visuel, soit des belles photos, mais surtout beaucoup de vidéos,
il va se jeter dessus. Là où, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est un peu dans l'art et vous allez vous dire, je vais mettre des tutos sur comment faire un tableau, comme ça permet de mettre en avant mes produits comme les toiles, les pinceaux, les peintures, ce genre de choses. Les tutos écrits aujourd'hui ne sont quasiment pas lus, contrairement à des tutos vidéo où les gens vont vouloir les suivre. Donc aujourd'hui, en tant que commerçant, des fois, c'est un peu compliqué de se projeter sur YouTube et pourtant, c'est un média qui progresse en permanence et qui a une vraie portée. Et après, Instagram, qui est aussi ça fait partie de Facebook. De toute façon, aujourd'hui, Instagram, c'était racheté par Facebook il y a déjà quelques années et qui est une autre manière de communiquer. C'est quelque chose qui est très complémentaire à Facebook. Et je suis tenté de dire, à partir du moment où on est professionnel, se trouver sur les deux a toujours de l'importance. Question, David. Oui, dis-moi. Est-ce qu'on peut vendre sur Facebook et Instagram? On peut vendre sur Facebook et sur Instagram. Après, je ne suis pas un spécialiste de la vente vraiment sur les réseaux sociaux, mais au fur et à mesure du temps, ils sont en train de mettre de plus en plus de moyens pour faire la vente. Jusqu'à récemment, Instagram, je sais, on pouvait mettre des étiquettes sur des produits avec les prix et on pouvait renvoyer vers les autres plateformes. Après, si c'est quelque chose que vous voulez vraiment voir, la vente sur Facebook et sur Instagram, je pense qu'on peut plutôt lancer un webinaire qui est vraiment consacré à ça. Parce que moi, personnellement, je n'aurai pas toutes les billes. Donc, on pourra voir avec un professionnel du community management et des réseaux sociaux. En tout cas, on peut vendre. Il existe sur Facebook une marketplace. Il existe des moyens de vendre sur les deux médiums. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais franchement, je ne suis pas nécessairement assez expert pour vous donner toutes les clés sur le sujet. En tout cas, il y a beaucoup de commerçants aujourd'hui. Quand je dis beaucoup, en tout cas, il y a une frange de commerçants qui utilisent notamment les réseaux sociaux pour faire leurs ventes. Et des fois, qui se disent, je ne veux pas de site internet et j'utilise les réseaux sociaux pour le faire. Ça va être notamment avec les produits qui sont mis en avant, qui vont faire des liens pour pouvoir faire les achats. Ça va être des vidéos, beaucoup de vidéos de présentation de produits. Ça fonctionne très bien dans des branches comme le prêt-à-porter, comme le bijou, ce genre de choses. Il y a beaucoup de pratiques qui se répandent. Mais ça, du coup, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, on peut peut-être programmer un webinaire qui est vraiment consacré à cela. Donc, Facebook, à quoi ça sert? Facebook, c'est l'outil pour développer la notoriété de votre entreprise. En fait, Facebook, il faut le voir comme un outil de fidélisation avant toute chose. C'est là où vous allez faire votre publicité, c'est là où vous allez vendre votre image, et vous allez, comme on a noté, l'humaniser, et c'est là où vous allez aussi faire un peu le service après-vente. Facebook aujourd'hui est beaucoup utilisé Facebook est fondu avec Messenger pour faire un peu le service client. Donc, c'est un média, même comme j'ai dit tout à l'heure, qui a l'air d'être un peu délaissé par certains professionnels parce qu'ils considèrent que leurs cibles ne sont pas nécessairement dessus. Mais je pense que quand vous ferez vos personnels, quand vous allez regarder un peu vos cibles, vous vous rendrez compte que, quoi qu'il arrive, vous avez de la cible sur Facebook et avoir une communication sur Facebook est aussi importante aujourd'hui que ça ne l'était hier. Vous allez créer votre page professionnelle, c'est gratuit. Vous allez déterminer les types de communication que vous allez faire dessus et vous allez pouvoir toucher une cible qui veut savoir en fait un peu quelles sont vos nouveautés. Parce que aujourd'hui, autant Instagram, on va considérer que c'est une méthode d'acquisition pour avoir des nouvelles cibles, autant on va considérer que Facebook, on a déjà ses prospects chez nous et on veut les fidéliser, on veut continuer à ce qu'ils viennent chez nous pour faire leurs achats ou pour convertir. Donc voilà aujourd'hui Facebook. En deuxième, on a Twitter. Twitter, c'est un média qui est un peu spécial. Aujourd'hui, c'est un très bon média pour faire de la veille concurrentielle. Et c'est un média sur lequel on va avoir une communication assez à base de promos pour faire relier des événements, ce genre de choses. Et c'est aussi un autre média de relations clients. Là où la relation client avec Facebook se fait souvent derrière, via des messages privés, sur Twitter, c'est un bon moyen d'avoir une relation client qui est assez publique. Les gens vont vous interpeller directement dessus. Mais aujourd'hui, je suis tenté de dire que si vous êtes limité par le temps pour tout ce que vous voulez lancer, notamment sur les médias sociaux, Twitter n'est pas nécessairement le réseau social qui a privilégié. Privilégier Instagram, privilégier Facebook. Twitter va peut-être plus vous servir vous pour faire votre veille, pour voir un peu vos concurrents. Et peut-être un peu pour faire la relation client, mais clairement, ce n'est pas un média à mettre en avant. LinkedIn, bien sûr, c'est parfait pour le B2B.
Là-bas, vous allez pouvoir, si votre cible, c'est une cible qui est professionnelle, bah, de toute façon, tout va se faire là-bas. Le mode de fonctionnement est proche de Facebook, mais qui est totalement centré vers le business to business. Instagram, Pinterest sont ensemble, mais Instagram a quand même une place qui est à part. Instagram, comme j'ai dit, c'est pour faire l'acquisition. Vous allez faire des types de contenus qui sont très visuels, qui vont beaucoup fonctionner avec les hashtags. Ces hashtags-là vont vous permettre de communiquer avec des cibles qui ne vous connaissent pas, mais qui s'intéressent potentiellement à ce que vous vendez ou à ce que vous représentez. Je pense que quelque chose qu'il faut bien voir sur la manière de communiquer sur les réseaux sociaux, c'est que sur Instagram, vous allez pouvoir un peu sortir du cadre professionnel. À partir des cibles que vous avez pu identifier, avec Instagram, vous allez pouvoir voir aussi quels sont potentiellement leurs centres d'intérêt, comment ils fonctionnent, et vous allez pouvoir sortir de votre cadre professionnel pour aller un peu interagir avec eux là-dessus. Ça veut dire que peut-être que vous avez des cibles qui sont très portées sur le tourisme et donc sur les paysages, sur tout ce que peut nous proposer le département. Vous n'allez pas communiquer nécessairement sur votre établissement sur Instagram. Vous allez plutôt communiquer sur tout ce que peut offrir l'environnement qu'il y a autour. Vous louez des chambres d'hôtes, vous êtes un hôtel. Sur Instagram, on communique sur toutes les activités qu'on peut faire en dehors d'établissement. C'est un levier pour pouvoir toucher de manière indirecte des nouvelles cibles que vous allez renvoyer ensuite vers vos autres médias. Vous allez les renvoyer vers votre site internet, vous allez pouvoir les renvoyer sur Facebook. Facebook, lui, par contre, dans la manière de communiquer, vous serez beaucoup plus sur du professionnel. Je vais même vous dire, vous serez exclusivement sur du professionnel. Vous allez communiquer sur vous, sur vos produits, sur ce que vous pouvez apporter. Par contre, on ne va pas trop sortir de ce cadre-là. Et Pinterest, c'est quelque chose qui monte énormément, tout simplement parce qu'aujourd'hui, Pinterest, c'est beaucoup utilisé, je vais dire, sur tout ce qui est visuel aussi. Donc, ça veut dire sur de l'ameublement, sur du prêt-à-porter, ce genre de choses. Les gens, souvent, pour connaître un peu les nouvelles modes, pour connaître ce qui fonctionne, par exemple, sur de l'ameublement, et pour voir ce qui se marie bien, savoir si un sol se marie bien avec une couleur de peinture, ce genre de choses. Pinterest est un excellent outil de veille à ce niveau-là pour faire des recherches. Leur moteur de recherche a énormément évolué avec le temps et en faisant des recherches qui sont assez complètes, on peut toucher des cibles différemment. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est un nouveau média qui est super, c'est un média qui est là depuis longtemps, mais qui a une utilité nouvelle depuis déjà quelques temps. Et donc, ce n'est pas à négliger. Et YouTube, j'ai déjà dit sur le précédent slide, YouTube, c'est excellent pour toucher les internautes un peu flemmards. On peut présenter son atelier, ses réalisations, on peut faire des tutoriels. C'est des contenus qui vont se retrouver à la fois sur la plateforme que vous pouvez aussi mettre sur votre site internet pour l'alimenter. Vous allez partager sur vos réseaux sociaux. Donc, c'est un média qui communique énormément avec les autres. Et ça permet de créer peut-être de la viralité et c'est un outil de promotion qui est étonnamment performant aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est aussi celui où il faut être le mieux armé, où il faut vraiment avoir une très bonne préparation, mais les retombées peuvent être super intéressantes et tout ce qui est de toute façon dynamique est très apprécié par les internautes aujourd'hui. Donc, il y a toujours une question à se poser, à savoir si la vidéo, on peut se lancer ou pas dedans. C'est pas le plus évident. Des fois, le faire seul, quand on n'est pas spécialiste, on a toujours peur de faire quelque chose qui soit un peu cheap ou un peu ridicule. Mais en tout cas, il faut l'avoir dans un coin de la tête, quoi qu'il arrive. Tout ça, ça fait partie du Web 2.0. De toute façon, ça permet de découvrir de manière différente. Et le Web 2.0 est parfaitement intégré au Web actuel. Et ça fait partie de ces plateformes qu'on ne négligera pas, quoi qu'il arrive. Il faut toujours les prendre en compte dans toute notre démarche marketing. Petit focus sur la e-réputation. La e-réputation, ça concerne à la fois le tourisme, ça concerne aussi le commerce, ça concerne toutes les branches d'activité. La réputation, c'est référencer son établissement sur les principaux sites d'activité et soigner sa présentation. Donc, Jamel a parlé de Google My Business tout à l'heure. Google My Business, qui est une fiche professionnelle Google. Les gens vont pouvoir vous mettre des avis dessus, ils vont pouvoir vous en mettre sur votre page Facebook. Si vous êtes sur des annuaires, ils vont pouvoir vous mettre dessus. Il faut pouvoir gérer cette e-réputation. Il faut savoir où on se trouve sur Internet. Il faut savoir où potentiellement les gens vont pouvoir laisser leur avis sur vous. Et donc, du coup, il faut pouvoir avoir accès pour pouvoir répondre aux avis, être transparent et surtout être aimable et serviable en toutes circonstances.
Là, si tout va bien, on aura plus tard des ateliers qui vont arriver sur la e-réputation. On en avait lancé avec le programme Héron pour les professionnels du tourisme. C'est quelque chose de très important, la e-réputation. Il faut inciter vos clients à laisser des commentaires. Ça va alimenter vos différents réseaux. Ça va permettre aux internautes de s'enseigner sur vous. Les internautes, ils aiment chercher sur Internet. Ils aiment savoir à qui ils ont affaire. Et donc, ils lisent énormément les commentaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une parfaite maîtrise de ces commentaires. Donc, quand vous avez des commentaires sur Google My Business, quand vous en avez sur Facebook ou sur d'autres plateformes sur lesquelles vous trouvez, sur les professionnels du tourisme, sur TripAdvisor, sur Booking, ce genre de choses, il faut y répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les avis positifs, mais il faut aussi répondre aux avis positifs. Il faut répondre de manière constructive aux avis négatifs. Il faut toujours se positionner de manière positive, quoi qu'il arrive, et être présent. Être présent sur les avis qu'on peut vous laisser, c'est comme votre site internet qui doit vivre. Ça permet de montrer que vous êtes attentif, que vous êtes là pour le client et que vous créez une relation avec lui. C'est toujours cette notion d'empathie. Le client, il aime se sentir unique, il aime se sentir chouchouté. Donc, cette empathie que vous allez créer par différents biais, dont les avis, il faut pas le négliger. Et il faut aussi intégrer directement les avis consommateurs sur votre site web. Alors aujourd'hui, ça se fait un peu moins sur les sites de vitrine. Ce sera plutôt, au lieu d'avis, ça va plutôt être comment ça s'appelle déjà, des textes référencés. Vous allez demander vous allez demander plutôt des commentaires étayés. Mais par contre, c'est super intéressant lorsque vous faites de la vente en ligne d'obtenir des avis directement sur les produits, comme le font les grosses enseignes. Ça permet des fois de forcer le processus d'achat auprès de vos cibles. Donc, sur les réseaux sociaux, on a ça. Je ne sais pas si, Jamel, il y a d'autres éléments qui sont venus entre-temps, si tu veux qu'on en discute un peu, ou sinon on passera directement à la partie référencement dans la foulée. Jamel ne répond pas, donc je vais passer directement à la partie référencement. Donc là, vous avez un terme barbare pour débuter, histoire de bien vous faire peur, mais je vois que Jamel a débranché le micro. Oui, mon micro était coupé, c'est pour ça. Je disais, il n'y a pas de questions sur le sujet. Ok, bon, ben c'est parfait. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Du coup, le SEM, qu'est-ce que c'est? Alors, on va sortir des termes barbares très rapidement. Donc, comme mon téléphone sait que je vais parler de Google, il a commencé à fonctionner tout seul. Le SEM, en gros, c'est l'ensemble des pratiques sur les moteurs de recherche pour être visible. C'est en fait l'ensemble des pratiques que vous allez faire en référencement naturel, en référencement payant. C'est le terme valise pour tout nommer. Nous, on va s'intéresser dans un premier temps au référencement naturel et ensuite, on va un peu aborder la partie publicité payante. Donc, pour ça, vous avez un questionnaire, un petit sondage qui s'affiche. Les spectateurs, travaillez-vous votre référencement dans les moteurs de recherche? Donc, le référencement naturel, le temps que vous répondiez, qu'est-ce que c'est? Ce sont les pratiques qui permettent de se positionner sur les moteurs de recherche pour que les gens qui fassent des recherches dessus puissent vous trouver le plus facilement possible. Donc, aujourd'hui, en France, on a énormément parlé de Google, mais ça va être aussi Bing, aussi Yahoo. Mais en France, il y a énormément de travail sur Google. C'est vraiment lui qui est ciblé en priorité. Le SEA qu'on verra ensuite un peu, ce sera la publicité payante. Alors là, on ne parle pas de référencement, on a tendance à dire référencement payant, mais c'est vraiment la publicité, on verra pourquoi ensuite. Ça va être sur des plateformes comme Google Ads, Facebook Ads. Ça vous permet d'apparaître de manière temporaire au-dessus des résultats naturels tant que vous avez un budget à y consacrer. C'est-à-dire que vous allez mettre une somme d'argent, vous allez travailler sur des mots-clés, vous allez peut-être travailler plutôt sur des cibles du côté de Facebook, du côté d'Instagram. Et durant le temps que vous avez ce budget, vous allez pouvoir apparaître de manière plus facile. Jamel, je ne sais pas si tu veux commenter du coup le sondage sur le référencement des moteurs de recherche. Je vois que le référencement n'est pas nécessairement optimal aujourd'hui. Voilà, il y en a les 2/3 des participants disent qu'ils font du référencement sur les moteurs de recherche, un peu en tout cas. Et pour le reste, c'est soit totalement, soit pas du tout. Mais pour les 2/3, c'est un peu de référencement. Ok, alors c'est normal parce que le référencement aujourd'hui, ça paraît un peu compliqué, ça paraît un peu nébuleux et donc c'est pas évident à appréhender. Donc on va le voir très rapidement. Donc avant ça, hop là. Donc par exemple, quelqu'un me dit c'est juste 70% du trafic sur Google et la moitié des e-commerçants sur lesquels fait des recommandations ont compris. Donc, tout à fait.
Là, ce que vous avez, c'est comment apparaissent les différents types de référencement sur on va dire la première page de Google. Donc, le référencement payant, hop là, ça va être les produits qui vont apparaître au-dessus des résultats de Google. C'est ce qu'on appelle le display ou l'AdSense. On verra un peu plus tard ce qu'est le display. Ça va être les annonces qui vont apparaître au-dessus des résultats naturels de Google. Tout ce qui a le petit truc annonce, ce sont des gens qui payent pour se positionner au-dessus des résultats naturels. Les résultats naturels, le SEO, ça va être tout ce qui est géolocalisé, donc c'est le Google My Business, et ça va être là on a marqué algorithme, ça va être ce que vous avez travaillé sur votre site internet et ce qui va vous permettre de monter facilement dans les résultats de recherche. Donc le SEO sur lequel on va s'intéresser en premier, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout ces 3 piliers. C'est comme ça qu'on a tendance à le définir. Ça va être la technique, c'est-à-dire la technique du site web, ça va être le contenu éditorial, et ensuite, ça va être ce qui va être travaillé en dehors du site, ça va être le netlinking ou les liens entrants. Sur cette pyramide, vous avez aussi les médias sociaux qui sont aussi un moyen de travailler du référencement, mais par contre, c'est à part. Vraiment, vous, les 3 piliers que vous allez travailler et qui sont importants, c'est la technique, le contenu éditorial et les liens entrants. Et donc, tout ça, on va les voir tous les 3 un peu plus en détail. Le premier, la technique, c'est tout simplement, vous avez un site internet, il faut qu'il soit calibré pour Google. Ça veut dire que le site internet doit avoir un code source qui soit de qualité, qui soit clean, qui n'y ait pas du code un peu qui ne serve à rien à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose, par exemple, tout à l'heure, quand on parlait des différents types de plateformes pour faire un site internet, quand vous êtes sur du Wix, du Jimdo, ce genre de choses, du Shopify et compagnie, vous n'avez pas la main là-dessus. Ça veut dire que vous êtes tributaire du code qui vous est attribué par ces plateformes-là et qui, c'est en général là où le bas blesse un peu. Alors que quand vous faites un site avec du WordPress, avec du PrestaShop, ce genre de choses, là, le prestataire, si votre prestataire n'est pas juste quelqu'un qui sait mettre en place la plateforme, mais qui est aussi un codeur, c'est lui, il va intervenir dessus, il va tout optimiser. Le temps de chargement qui est super important aujourd'hui dans le référencement naturel à partir du site internet, il faut que vos pages se chargent vite. Si vos pages sont longues à charger, on avait tendance avant à dire qu'il fallait que la page soit totalement chargée en l'espace de 6 secondes, Google va vous pénaliser sur le sujet. Donc, en fait, c'est l'optimisation en permanence. Il faut que le balisage, qui est quelque chose que l'internaute ne voit pas, mais qui est aussi sous-jacent, soit très bien fait. L'arborescence soit bien pensée et logique. Il faut que lorsque Google va envoyer ses robots sur votre site, il n'ait pas l'impression de se perdre et de ne pas savoir comment pouvoir crawler votre contenu. Il faut que votre site soit aussi responsive. C'est-à-dire qu'il soit totalement parfaitement lisible sur les smartphones, sur les tablettes. Aujourd'hui, on a même tendance à dire qu'il faut qu'il soit mobile first, c'est-à-dire que le site doit être avant tout pensé pour les téléphones et ensuite pensé pour les ordinateurs. Il faut que les URL des pages soient cohérentes et signifiantes. Ça veut dire que lorsque vous avez l'internaute est sur une page, il faut que l'URL en haut ce soit votre nom de domaine.fr/ nom-page, quelque chose comme ça. Il ne faut pas que ce soit des suites de chiffres, que ce soit des éléments qui soient totalement incompréhensibles. Google aura beaucoup ce genre de choses. Après, vous avez aussi la présence de certaines choses, du sitemap, du robot.txt, pour que Google aussi arrive à bien comprendre votre site. Il faut bien sûr qu'il n'y ait pas de pages cassées, qu'il n'y ait pas des pages erreur 404, 500 à tous les coins de rue. Il faut que votre site en fait soit clean. Et à partir du moment où la technique de votre site suit, vous avez déjà une partie, on va dire, de 30% du boulot qui est fait. Du coup, Jamel, n'hésite pas aussi à m'interrompre si tu vois des éléments qui sont intéressants sur lesquels je peux répondre, hein. Parce que c'est vrai que là, avec le chat qui ne veut pas s'afficher, donc je me sens un peu seul, mais voilà, pour avoir un peu d'interaction en même temps que l'on fait. Ouais, peut-être, David, oui, parler un peu du rédactionnel des fiches produits. C'est vrai Eh que les ben, commerçants ont parfois tendance à pas forcément soigner la rédaction de leurs fiches produits. ouais, Il y a peut-être aussi un travail sur les mots-clés à faire eh qui ben, va permettre, exactement. voilà, qui va permettre au moteur de recherche de mieux identifier, en fait, de mieux faire remonter les produits, en fait. Donc ça, c'est le second pilier, c'est le contenu. Comme le disait Jamel, il faut que votre site internet
si vous mettez que des images, si vous mettez 3 lignes par fiche produit ou sur une page ou sur un article, Google va fortement vous pénaliser. Il faut que votre contenu soit riche, il faut que vous, avec le travail que vous avez fait préparatoire, que vous ayez identifié les mots-clés, que vous les utilisiez dans différents types de contenus. Et ça fonctionne aussi bien pour les pages. Vous allez peut-être avoir une page Qui sommes-nous qui va vous présenter, sur laquelle vous allez mettre des mots-clés qui représentent votre activité à différents endroits, différents types de mots-clés. Ce qu'on appelle des long trends, ça veut dire des expressions utilisant des mots-clés qui peuvent être potentiellement utilisés par votre cible cliente. Et ça fonctionne aussi pour les fiches produits. Les fiches produits, si vous mettez simplement des photos, le prix et 2 lignes de texte, Google ne va pas apprécier. Par contre, si vous mettez un descriptif qui est fait pour inciter le client à passer à l'acte d'achat, vous êtes gagnant sur les 2 points en fait, parce que d'un côté, le client va se dire le produit m'intéresse, je comprends mieux ce qu'il est. Quand je parle de produits, je parle autant de produits physiques sur un site de e-commerce que par exemple d'une chambre à louer, ce genre de choses. Et ça va aussi être intéressant pour Google, puisque Google va regarder le nombre de mots que vous avez utilisés, les mots-clés qui sont dedans, et va vous faire remonter cette page-là beaucoup plus facilement et va indexer beaucoup mieux votre site internet. Donc le contenu hiérarchique, le contenu rédactionnel est hyper important, c'est de la sémantique. Il faut avoir un champ sémantique pour votre activité et l'utiliser dans l'ensemble des pages que vous allez constituer. Donc, ça doit être riche et travaillé. Il doit y avoir une véritable construction hiérarchique. Il ne faut pas hésiter à utiliser les titres, les sous-titres. Si votre site est bien fait déjà sur la partie technique, toutes vos pages auront un titre principal. Et ensuite, c'est à vous de bien hiérarchiser en mettant des sous-titres de niveau 2, de niveau 3, pour que ce soit aussi agréable à lire pour l'internaute, qui sache un peu ce qu'il lit, que pour le moteur de recherche. L'avantage aujourd'hui de ce pilier de référencement du contenu, c'est que ça fonctionne vraiment sur les 2 axes. Ce sera à la fois une gageure de qualité pour Google et ce sera des leviers pour forcer la décision pour votre internaute. Le maillage interne aussi, il est intéressant de pouvoir renvoyer l'internaute entre différentes pages. Donc ça, on n'est pas nécessairement sur des fiches produits, mais sur du contenu plus textuel de présentation, ce genre de choses. Faire des liens entre les pages, c'est toujours la même chose. L'internaute, lui, ça lui permet de rester plus longtemps sur votre site, de découvrir d'autres aspects de votre activité. Et Google, il apprécie vachement, c'est pas hyper pro, mais il apprécie énormément de faire du maillage entre vos pages et ça va contribuer à votre référencement. Et aussi, votre site doit être alimenté régulièrement. Ça veut dire que si vous faites du e-commerce, vous allez apporter régulièrement des nouvelles fiches produits. Si vous êtes sur un site vitrine ou un site où vous faites de la réservation, où là, votre contenu peut être moins susceptible d'évoluer, on va dire naturellement, mais là, c'est à vous de le faire vivre. Ça veut dire que avoir une partie blog ou une partie actualité sera un bon levier pour faire vivre votre contenu, de faire vivre votre site, ou ça va être simplement régulièrement, quand je dis régulièrement, c'est pas tous les 2 jours, mais ça va être de réfléchir à des nouveaux ajouts de texte, des modifications pour enrichir votre texte, peut-être avec des mots-clés qui vont mieux fonctionner, remplacer des expressions qui ne fonctionnaient pas. Vous allez utiliser des outils comme Google Analytics pour un peu analyser toutes les pages de votre site et vous allez voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc, en utilisant Google Analytics, en voyant ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, vous allez modifier votre site, vous allez apporter des corrections et du coup, vous allez aussi le faire vivre d'une autre manière. Donc, tout ce que je dis, ça fait partie, c'est comme pour la technique, ça fait partie de ce qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas exhaustif, mais ce sont déjà des bons points à garder en tête et ce sont des choses que vous pouvez commencer à mettre vous-même en place. Après, il est toujours intéressant, notamment si vous avez des sites aujourd'hui qui sont déjà actifs, de faire des audits de SEO, de faire des audits de votre contenu, de votre technique auprès de professionnels qui vont vous aiguiller, qui vont vous aider à être vraiment performant sur votre référencement naturel. Ce qu'on vient de voir, ces 2 piliers-là, aujourd'hui, ça correspond, on va dire, à 30%, 40% de la réussite de votre référencement naturel. Le 3e pilier, qui peut être le plus ardu à mettre en place, c'est aussi celui qui va vous rapporter le plus. C'est les liens entrants. On peut aussi les nommer comme du backlinking, du netlinking, mais en français, c'est des liens entrants. C'est quoi? Ce sont des liens de qualité qui renvoient vers votre site internet. Et aujourd'hui, c'est l'élément
le plus favorable du point de vue de Google, puisque Google aime comparer la notoriété des sites Internet et aime voir que vous soyez référencé par des sites qui ont des fortes notoriétés. Donc, c'est pas évident à mettre en place, c'est un gros travail. Là, c'est un travail à faire soit soi-même, soit en passant par des prestataires, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un travail sur le long terme à mettre en place pour que des blogs, des sites de référence, peut-être grâce aussi à des articles de presse, ce genre de choses, à un moment ou à un autre, renvoient vers votre page et donc vous permet de monter votre notoriété et vous permet de monter votre chiffre auprès de Google. Les algorithmes de Google analysent énormément les liens entrants et vérifient que ce soit de la qualité. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'on peut se dire qu'on peut acheter des liens de référencement. C'est quelque chose, c'est une pratique qui existe, mais ce ne seront jamais des liens qui sont vraiment qualifiés. Ce sont des liens qui ne vont pas perdurer dans le temps. Et au final, ça peut être des liens qui peuvent vous amener plutôt du négatif plus que du positif. Mieux vaut avoir peu de liens, mais des liens très qualifiés, et qu'avoir beaucoup de liens et qu'en fait, ce soit des liens qui, au final, vont totalement vous pénaliser. Et je peux vous dire que quand vous êtes pénalisé par Google, pour arriver à revenir dans ces bonnes grâces, c'est vraiment très compliqué. Et les réseaux, par l'effet viral, multiplient mécaniquement les backlinks. Plus vous générez de trafic, plus vous gagnez des points en positionnement. Oui. Après, il faut faire attention. Les liens de réseaux sociaux comme Facebook, par exemple, si vous mettez beaucoup de liens qui renvoient à votre site internet depuis votre page professionnelle Facebook, le lien bio que vous pouvez mettre dans votre Instagram, ce genre de choses, les liens ne sont pas comme le moteur de recherche sait que c'est du Facebook, il ne va pas nécessairement là il va pas vous faire un gros retour de référencement naturel. C'est quelque chose qui est important, mais il faut privilégier les liens vraiment de site à site et de sites qui sont souvent dans votre domaine ou des sites qui sont liés à votre domaine et vraiment des sites qui eux-mêmes ont déjà une certaine notoriété. Jamel, avant que je passe sur Google My Business, je ne sais pas s'il y a des éléments là-dessus ou si on est bon, si on continue. Alors, moi, je vais intervenir, puisque Oui. Jamel, le temps qui… Tu as une question de Sylvie. Google Search Console est-il vraiment utile? C'est très utile, Google Search Console. C'est très important de lier votre site à Google Search Console parce que ça va vous permettre de faire de l'analyse, en plus de Google Analytics, du fonctionnement de votre site, de son positionnement. Donc oui, si vous ne savez pas comment le mettre en place ou si vous ne savez pas comment l'analyser, c'est des choses qu'on peut voir ensemble. Et là aussi, si on a des remontées sur le sujet, je pense que c'est intéressant un peu de vous donner une information un peu plus qualitative sur le sujet. Bon, en tout cas, oui, liez toujours Google Search Console, liez toujours Google Analytics. Analyser les données, c'est quelque chose qui est hyper important pour savoir vers quelle direction évoluer. Donc là, ne pas hésiter et ne pas hésiter à avoir des tutoriels qu'il y a sur Internet. Il y a des choses qui sont très bien faites et qui vous permettent vraiment de savoir comment l'utiliser de manière optimale et comment vraiment en sortir toute la substance pour pouvoir agir sur votre site et modifier votre site en fonction des résultats. Donc, J'espère. un outil d'aide à la décision pour un commerçant qui se lance sur du Google Analytics, sur la campagne sponsorisée sur Google. Il utilise Google Search pour être sûr d'éviter tout écueil. C'est bien ça. Tout à fait. D'un point de vue fonctionnel, tu as quelques bonnes pratiques sur Google Search? Alors, je ne suis pas un gros spécialiste de Google Search, donc je ne vais pas donner des bonnes pratiques qui peuvent être erronées. Là, par contre, ce que je peux proposer, c'est peut-être qu'on monte quelque chose qui soit lié aux outils Google pour justement rentrer un peu plus dans le détail avec un professionnel un peu plus aguerri. Parce que moi, j'ai 2-3 bonnes pratiques comme ça, mais étant donné que je ne suis pas un prestataire qui pratique au quotidien, ça évolue aussi tous les jours. Donc, je ne vais pas dire des bêtises. Donc, si on est bon dessus, on va faire un très rapide focus sur Google My Business. Très rapide parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vous joindre une présentation hyper détaillée sur le sujet. Google My Business, c'est ce qu'on appelle du référencement local. Ça veut dire que vous avez créé une fiche d'entreprise dans l'outil à partir de votre compte Google. Vous allez mettre toutes les informations utiles de votre établissement et ça va vous permettre d'apparaître de 2 façons dans Google. La première façon, c'est dans la partie Google Maps. Ça veut dire que là, sur la slide, sur la capture d'écran que je vous ai mis, si quelqu'un tape boucherie Béziers, sur Google Maps, ça lui fera apparaître les fiches Google Maps qui ont été créées et ça va permettre de géolocaliser et de mettre à disposition les informations.
Comme vous pouvez le voir, on peut aussi voir si on peut faire les achats en magasin, s'il y a un drive disponible, s'il y a livraison disponible. Et depuis avril de cette année, ça permet aussi de savoir si l'établissement fait du click and collect, a mis des moyens d'achat à distance à disposition. Donc, c'est une belle vitrine à mettre en place de manière très facile, de manière gratuite et qui permet à l'internaute, notamment quand il est sur son téléphone, c'est notamment très bien adapté au téléphone, de vous trouver de manière indirecte. Ça veut dire, lui, il va chercher une activité, il va la chercher sur un lieu précis local. Et donc, si vous faites partie de la cible, vous allez pouvoir apparaître de cette manière-là. Après, vous allez aussi pouvoir apparaître avec la fiche qu'il y a sur la partie droite de l'écran. Et là, c'est plutôt si vous connaissez, c'est-à-dire qu'il aura tapé votre nom, mais ça lui permet d'avoir toutes les informations sur votre établissement. En quoi c'est intéressant? C'est tout simplement, notamment sur la partie mobile, la personne vous connaît, il veut savoir s'il peut se déplacer chez vous. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais ça lui permet en tout cas de savoir si vous êtes ouvert, si vous êtes fermé. Ça va lui permettre sur le téléphone de pouvoir communiquer avec vous directement, puisque toute l'ergonomie est faite pour qu'il puisse soit lancer l'itinéraire en un clic vers vous, soit pouvoir vous passer un appel ou se rendre sur votre site web pour avoir plus d'informations. Donc, les deux approches de Google My Business, c'est d'abord l'approche indirecte, l'approche directe. Voilà, c'est quelque chose, comme j'ai dit, c'est très simple à mettre en place, ça ne vous coûte rien. Des fonctionnalités apparaissent en permanence. Maintenant, on peut mettre des produits sur le Google My Business. On peut avoir un petit site, alors vraiment un petit site, vraiment faire de la vitrine qu'on peut monter très rapidement. Si on est un professionnel du tourisme, on peut avoir les avis qui apparaissent, on peut mettre les liens de réservation. Ça peut se lier directement avec les plateformes comme TripAdvisor. Donc voilà, vous aurez toutes les informations dans le document qu'on va vous joindre dans la présentation pour pouvoir vous lancer dessus. Et on vous mettra aussi un lien vers une conférence Google pour que vous puissiez le faire. Mais je sais qu'en règle générale, à l'heure actuelle, la plupart d'entre vous sont dessus. Mais si vous n'avez pas encore pris la main sur votre fiche, ce sera la bonne occasion de le faire. Donc là, on a un peu fait le tour de tout ce qui était le référencement gratuit, de tout ce qui était le référencement naturel. On va passer sur la partie payante. Donc, hop. Donc, le référencement payant, qu'est-ce que c'est? Le référencement payant, c'est tout simple. Vous voulez apparaître de manière rapide sur Internet. Vous avez déjà fait parfaitement votre référencement naturel sur votre site web, parce que le référencement payant, si vous n'avez pas de site web, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous n'avez pas déjà fait un travail très complet sur votre référencement naturel, ça va être de l'argent mis en l'air. Donc, à partir du moment où ce travail est fait, vous dites, je veux quand même gagner en notoriété rapidement, je veux tout de suite, parce que le référencement naturel, ça peut prendre du temps à se mettre en place, je veux tout de suite qu'on puisse me voir. Donc, je vais mettre en place un budget et je vais me lancer sur les plateformes. Donc, pour ça, vous avez plusieurs approches. Vous avez ce qu'on appelle Google Ads, qui est la plateforme de Google, qui va vous permettre d'apparaître à la fois dans les résultats de recherche et dans ce qu'on appelle le display. On verra les deux approches. Et vous avez aussi le référencement sur les réseaux sociaux. Donc, le référencement Google Ads, qu'est-ce que c'est? C'est avec le travail que vous avez fait de mots-clés. Vous allez utiliser ce travail de mots-clés pour les mettre en avant en faisant des sélections, en mettant un budget pour apparaître au-dessus des résultats naturels de Google. À partir de ces mots-clés, vous allez connaître le coût que vous coûte ce mot-clé. C'est compliqué la phrase. Vous allez pouvoir mettre en place une ou plusieurs campagnes. Vous allez pouvoir travailler plusieurs mots-clés. Vous allez pouvoir mettre en avant votre établissement. Vous allez pouvoir surtout mettre en avant un ou plusieurs produits. Et vous allez pouvoir vous assurer une visibilité immédiate sur les premiers résultats de Google et donc de générer du trafic sur votre site. Ce trafic-là ne va pas potentiellement énormément aider à votre référencement naturel, à part sur la partie notoriété. Mais globalement, il faut vraiment le mettre de côté par rapport au référencement naturel. Ce sont deux choses différentes et ce sont deux pratiques qui sont totalement différentes. Là, à partir du budget que vous allez mettre en place, vous allez sélectionner vos mots-clés, vous allez voir combien coûtent ces mots-clés, vous allez sélectionner la cible, c'est-à-dire dans quel périmètre géographique, oui. Vous allez voir combien de temps vous voulez lancer votre campagne, le budget que vous voulez mettre par jour, ce genre de choses. Quand apparaît votre campagne, si vos cibles vont plutôt se connecter à certains horaires, si vos cibles se connectent en permanence.
et vous allez avoir la possibilité d'apparaître dans les résultats. Donc, pour ce faire, vous allez faire votre budget de départ, vous allez déterminer vos mots-clés. À partir des mots-clés, vous allez savoir quel est le coût par clic de l'internaute que va générer ce mot-clé, en sachant que les mots-clés n'ont pas tous le même coût par clic, ça va dépendre de la concurrence que vous avez sur ce mot-clé. Hop là. Donc voilà, le budget de départ. Là, par exemple, l'exemple, c'est crème solaire. Le crème solaire, on va dire qu'il coûte 20 centimes. Et à partir de ça, vous allez savoir quel est le budget par coût et ce que ça va représenter en nombre de trafic. Vous allez faire apparaître le taux de conversion, le nombre d'internautes potentiellement transformés. C'est un peu nébuleux comme ça. Moi, ce que je vais vous dire, je vais tout faire apparaître d'un seul coup pour vous la faire simple. Avec Google Ads, vous allez pouvoir toucher différemment des clients. Plus vous allez faire des mots-clés qui sont spécialisés, qui sont spécifiques, et plus vous allez toucher une cible de clients qui va pouvoir potentiellement passer à l'achat. Par exemple, si vous êtes sur des mots-clés qui sont très simples, peut-être que vous allez générer beaucoup de passages sur votre site internet, mais ce ne sera pas nécessairement des clients en fait. Ce ne sera pas nécessairement des prospects, ça peut être simplement des personnes qui se sont perdues, qui vont rentrer, qui vont sortir de votre site, ça va être de l'argent perdu. C'est à partir du moment où les gens vont avoir cliqué sur votre annonce, ça va vous décompter de votre budget. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à mettre en plus de votre référencement naturel une fois qu'il sera mis en place, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler. Ce n'est pas quelque chose où je vais vous dire qu'il faut se lancer nécessairement tout seul. Mieux vous passer par un professionnel qui va vous aiguiller, qui va vous dire quels sont les mots-clés parce qu'il faut vraiment les travailler au maximum. Là, sur l'exemple qu'on vous a mis, quand vous mettez un mot-clé un peu plus spécifique comme crème coco indice 50, vous êtes potentiellement sur une cible qui va être vraiment qualitative et qui va avoir un pourcentage de taux de conversion plus important. Donc, c'est quelque chose qui se travaille énormément. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on va se lancer à l'aveuglette. C'est des tests à faire. Les budgets, c'est vous qui les gérez. Donc, c'est très paramétrable à ce niveau-là. Mais pour générer vraiment un chiffre d'affaires, il ne faut pas se lancer comme ça. Il faut vraiment avoir toute une phase de réflexion avant, avec le professionnel avec lequel vous êtes travaillé, si vous passez par lui, une phase de test. Vous allez passer par des micro-campagnes pour un peu tester les mots-clés. Vous n'allez pas mettre beaucoup de budget, vous allez vous ajuster. Et ensuite, vous allez pouvoir lancer des campagnes qui sont vraiment efficaces. Mais en tout cas, c'est un gros travail pour vraiment avoir un véritable retour sur investissement. C'est ce qu'on a mis en très gros et en très visible sur la partie gauche. Ce qui est important lorsqu'on fait ça, c'est avoir un vrai retour sur investissement. Si on se lance un peu à l'arrache en mettant les mots-clés qui nous passent par la tête ou les mots-clés qu'on avait identifiés pour alimenter nos contenus, on va toucher du monde à un moment ou à un autre. Les gens vont cliquer sur les annonces qui apparaissent, mais nos chances de conversion et donc de générer du chiffre d'affaires vont être minorées. Alors que s'il y a un vrai travail et qu'on essaie d'être un peu plus spécifique, là, par contre, nos chances de conversion vont augmenter. Alors là, il faut faire un peu attention à cette partie ici. Budget divisé par coût égale trafic. Là, on voit 500 et 1000. Il y a aussi une notion de temporalité à prendre en compte. Vous allez pouvoir toucher plus de monde avec un mot-clé qui est un peu plus spécifique, mais c'est un mot-clé sur lequel vous aurez moins de concurrence, qui sera potentiellement moins recherché par les internautes. Donc, vous allez peut-être toucher plus de monde, mais sur un espace de temps qui est plus long. Donc voilà, il faut aussi voir que la conversion sera peut-être plus longue à faire. Donc, c'est pas… Oui. Je voudrais juste compléter ce que tu dis, David. C'est un tableau qui paraît très technique quand on le voit, mais qui nécessite quand même pour un peu plus de détails ou d'être expliqué. Donc, comme le proposait David, c'est pas mal de prendre rendez-vous, de se rencontrer pour rentrer plus dans le détail de la réalité. Ça permet vraiment de mieux comprendre l'ensemble de ces chiffres et toutes les variables qui sont le budget, le trafic, la période, voilà, pour qu'on puisse, et le coût par clic, ou toutes ces notions qui peuvent être nouvelles pour un commerçant, un professionnel du tourisme. Parce que comme l'a dit Marc, on peut rentrer dans les détails, on peut essayer de tout expliquer maintenant. Ça prendrait beaucoup trop de temps, donc ça ne peut pas rentrer dans le timing qui nous est imposé aujourd'hui et ce que j'ai déjà bien débordé, donc je vais accélérer. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte dans votre stratégie et il faut vraiment le cadrer au maximum. Ça peut être un vrai plus.
Donc voilà. Là, on abordera. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on se rencontre sur le sujet, si peut-être il faut passer par un webinaire vraiment sur le sujet, on pourrait y réfléchir. N'hésitez pas à nous dire un peu ce qui vous intéresse. Donc, du coup, je vais un peu accélérer parce que je suis vraiment en retard. Focus sur le Google Display. Donc, Google Ads vous permet d'apparaître dans les résultats du moteur de recherche, mais vous pouvez aussi apparaître sur des sites référents. Ça veut dire que vous pouvez faire des annonces, souvent des annonces qui sont très visuelles, sur d'autres sites internet qui sont sur des plateformes comme Google AdSense. Et donc là aussi, c'est pareil, vous allez déterminer des campagnes avec un coût, un budget que vous allez déterminer, un coût par clic. Vous allez faire des belles campagnes avec des visuels en mettant en avant vos produits et tout. Et vous allez pouvoir apparaître sur les sites qui sont référents de Google. C'est toute la pub que vous voyez si vous n'avez pas de bloqueur de publicité, c'est la pub que vous voyez sur quasiment n'importe quel site en fait. Donc, aujourd'hui, quand même, comme je viens de le dire, s'il n'y a pas de bloqueur de publicité, ça peut être utile, mais c'est une notion à bien prendre en compte. Ces pubs sont un peu moins voyantes que par le passé. Ce n'est pas nécessairement là où aujourd'hui vous allez mettre en premier lieu de budget pour vous faire connaître. Mais c'est quelque chose qui peut être, suivant les activités, qui peut être quand même intéressant. Sur les réseaux sociaux, Facebook Ads et Instagram Ads sont aussi d'excellents moyens de se faire de la pub. Ça fonctionne aujourd'hui très bien. Ce n'est pas du tout les mêmes types de ciblage que sur du Google Ads. Là, on va plutôt cibler des profils. L'avantage de Facebook sur le sujet, c'est qu'on peut vraiment faire du ciblage qui est hyper détaillé et donc on peut vraiment toucher la cible qui correspond parfaitement à notre activité et donc c'est quelque chose à ne pas négliger, qui fonctionne très bien et dont les retours, la conversion est plus importante aujourd'hui que sur du Google Ads. Et pour voir si tout ce genre de référencement fonctionne, que ce soit le référencement payant ou que ce soit le référencement gratuit, eh ben, il ne faut pas hésiter à mettre en place, de toute façon, je dirais même c'est une obligation à partir du moment où on a le site internet, de mettre en place des outils de mesure, notamment sur le site internet Google Analytics, qui va vous permettre de déterminer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas sur votre site internet. Donc là, dans les termes qu'on peut voir, le taux de rebond, si les personnes rentrent sur votre site pour en ressortir immédiatement, si le taux de rebond il est élevé, bah, c'est pas bon. Il faut voir si peut-être notre contenu n'est pas adapté, si les promesses sur le moteur de recherche sont réellement tenues dans les pages quand l'internaute te rentre. On va pouvoir jauger des taux de conversion, on va pouvoir voir les sources de trafic. Est-ce que la personne rentre directement sur notre site internet en tapant notre nom de domaine? Est-ce qu'il est arrivé par Google? Est-ce qu'il est arrivé par les réseaux sociaux? Et le temps passé par page, par exemple, on va voir s'il passe très peu de temps sur une page. Peut-être que le contenu n'est pas bon, il faut le retravailler. Là aussi, Google Analytics, c'est un outil qui est hyper important. Il ne faut pas hésiter à passer par un professionnel pour le mettre en place parce qu'au premier abord, il est simple d'utilisation. On peut voir certains chiffres de manière soi-même, de manière très simple. Même le mettre en place sur un site internet, ce n'est pas la chose la plus compliquée au monde. Mais par contre, pour en avoir une vraie analyse fine et détaillée, ce n'est pas la même chose. Google Analytics, c'est vraiment le concept même du simple à utiliser, compliqué à prendre en main. Donc, voilà. Donc, si on est bon là-dessus, on va passer sur la dernière partie qui sont les outils et les points de vigilance. Donc, les points de vigilance, elle est RGPD. Depuis mai 2018, nous avons une loi qui représente les droits des individus et les obligations pour les entreprises. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les données à caractère personnel des gens. Une donnée personnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une donnée à protéger. C'est toute information qui permettrait d'identifier une personne physique directement ou indirectement. Il peut s'agir d'un nom, d'une photographie, d'une adresse IP, numéro de téléphone, identifiant de connexion. En fait, toute information que vous êtes susceptible de récupérer sur votre site internet doit rentrer dans un processus de vérification, de sécurisation et pour éviter tout problème derrière. Quand je l'agrandis, ça n'a pas donné très bien. Ça pixelise un peu, mais j'espère que c'est quand même visible. Donc, pour ça, il faut vous assurer une collecte licite des données, donc loyale et transparente. Lorsque vous avez des données personnelles qui sont collectées, une formation qui est accessible et facile à comprendre, qui doit être une donnée de personnes, il faut préciser notamment l'identité et les coordonnées du responsable du traitement pour vous. Il faut donner les finalités et la base légale du traitement et les droits de la personne concernée par rapport à ces données.
Pour faire simple, quand vous avez collecté des données, par exemple sur un formulaire de contact, il faut déjà qu'il y ait une petite coche que l'internaute va cocher pour dire qu'il accepte de vous transmettre les données. Les données que vous allez lui demander, il ne faut que ce soit des données que pour l'action en question. C'est-à-dire que si c'est un formulaire de contact pour un but bien précis, il ne faut pas lui demander des informations qui ne vous serviront à rien dans le traitement. Il faut vraiment lui demander que ce qui est utile, adéquat, pertinent. Et ce sont des données qu'il faut maintenir à jour et qu'il faut conserver de manière limitée dans le temps. Et bien sûr, il faut qu'elles soient sécurisées. Là aussi, ça mérite, au niveau régional, on fait régulièrement des webinaires sur la cybersécurité. Ça mérite un webinaire qui est complet parce qu'il y a tout un registre à tenir, il y a des méthodes de préservation des données. Mais voilà, sachez simplement qu'à partir du moment où vous récupérez de la donnée personnelle, il faut rentrer dans un processus qui est très strict, qui n'est pas nécessairement hyper compliqué à mettre en place. À partir du moment où on connaît les caractéristiques pour bien conserver la donnée, pour bien la sécuriser, ça se fait très bien. Mais voilà, il faut connaître un peu tous les bonnes méthodes. Les quelques outils pour vous aider dans votre visibilité sur Internet, on vous a mis le site Canva pour créer des visuels de façon simple. Ça vous permet d'avoir des visuels professionnels sans avoir besoin de connaissances en design ou technique. Si vous avez besoin de mettre des images pour alimenter vos différents contenus, un florilège, quelques banques d'images qui peuvent vous être utiles. Ce sont des images gratuites, libres de droit. Si vous voulez mettre des pictogrammes, un peu comme nous on a mis pour surtout notre présentation, Flaticone, The Noon Project sont très bien pour égayer un peu des visuels, des présentations, des contenus. Aussi des sites pour avoir des polices d'écriture compatibles Google Fonts. Pour tout ce qui est le community management, on vous a mis Hootsuite, mais vous avez d'autres solutions pour pouvoir faire la programmation de posts, pour pouvoir vous aider sur vos réseaux sociaux, et ainsi que générateur de signature mail, puisque c'est aussi un processus marketing, la signature de vos mails. Donc, ça vous permet de faire des mails assez visuels, jolis, et qui vous permet de mettre toutes les informations utiles de votre entreprise. Nous, on vous met aussi à disposition des contenus, des ressources. Donc, si vous êtes à la recherche de prestataires web, une fois que vous avez fait votre cahier des charges, vous avez le lien ici. Nous avons prestawebcci.fr, qui est notre annuaire des prestataires web du département de l'Hérault. Des prestataires que nous avons vus, que nous avons audités pour voir si les compétences étaient véritablement là, s'ils avaient le bon code déontologique et que nous avons ajouté. Donc, si vous avez besoin pour la création de sites, pour mener une campagne payante, pour faire du développement, pour faire du design, vous pouvez trouver tous les prestataires utiles sur notre annuaire. On vous a aussi mis les liens un peu pour tout ce qui est cybersécurité, un peu ce que je vous disais notamment sur la RGPD, le site de la CNIL qui vous donnera plus d'infos, le site de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes, quelques liens sur le référencement payant, comment débuter avec Google Ads pour faire du display et aussi pour Facebook Ads. Et au final, vous aurez ici les webinaires, donc les précédents webinaires que nous avons faits. Si vous voulez, par exemple, sur les réseaux sociaux, un peu voir toutes les grandes pratiques, nous avions fait un webinaire sur la construction d'une stratégie de réseaux sociaux. On en avait aussi un sur le marketing d'influence, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail pour utiliser les influenceurs, on avait fait un webinaire qui était très intéressant sur le sujet. Et aussi un sur la création de contenu pour votre activité. Donc, pour avoir un peu plus d'informations sur comment créer du contenu efficace qui va toucher votre cible, c'était un webinaire très intéressant aussi. Et un autre sur les étapes pour devenir un e-commerçant. On rentre un peu plus dans les détails, vraiment sur la partie site e-commerçant. Et je vous ai aussi mis du coup des webinaires Google, mettre en place le Click and Collect qui a eu lieu la semaine dernière, qui rentrera un peu plus dans le détail de cette pratique qui est vraiment dans l'air du temps. Et aussi les étapes pour faire de la pub sur Facebook, où ça rentre un peu plus sur le Facebook Ads et sur comment bien mener les actions pour faire une campagne de pub efficace. J'ai un peu débordé, donc je suis désolé. Donc Jamel, si tu veux reprendre la main, s'il y a des questions ou autres. Merci en tout cas pour cette présentation complète. Effectivement, on va passer à la partie questions-réponses. Oui. Et donc, il y a eu trois questions là, tout à l'heure. Oui. Une question sur la différence entre Facebook et Instagram. La différence sur Facebook et Instagram, ça va être les personnes qui sont dessus, votre manière de communiquer.
Comme j'ai dit, sur Instagram, c'est un outil avant tout visuel. C'est-à-dire que vous, en tant que professionnel, vous allez vous en servir pour attirer l'œil de vos cibles potentielles en mettant du contenu qui est hyper visuel et qui va les amener à se poser la question de est-ce qu'il ne serait pas intéressant que j'aille un peu plus loin, que j'explore un peu ce que cette personne peut me proposer. Donc, vous allez mettre des belles photos, vous allez mettre les bons hashtags pour toucher ces cibles-là. Ces hashtags-là, vous allez observer là aussi un peu ce que la concurrence fait, ce qui fonctionne bien. Et ça va vous permettre, par exemple, vous faites des bijoux, en mettant une belle photo de bijoux et en mettant quelques mots-clés sous forme d'hashtag intéressants, des personnes qui ne vous connaissent pas vont pouvoir se connecter à vous, et vont potentiellement pouvoir vous suivre et essayer de savoir un peu plus qui vous êtes. Alors que sur Facebook, souvent, les gens vont déjà vous connaître. Et aussi, votre méthode d'acquisition sur Facebook sera différente. Déjà, souvent sur Facebook, sont des gens qui font partie de votre premier cercle. Donc, ce sont des gens qui vont suivre votre page professionnelle, qui ont potentiellement déjà soit consommé chez vous ou ils sont déjà intéressés depuis longtemps. Et les personnes que vous allez pouvoir attirer sur votre page Facebook qui ne vous connaissent pas, ce sont ces personnes-là qui font partie de votre premier cercle qui vont potentiellement pouvoir vous les apporter. Ce sont des ambassadeurs. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez publié un contenu sur Facebook, les gens vont pouvoir le liker et surtout vont pouvoir le partager, ce qui n'est pas nécessairement le cas sur Instagram. Et avec le partage que vont faire ces ambassadeurs, vous allez pouvoir toucher différemment, vous allez pouvoir toucher d'autres cibles. Et de toute façon, la communication que vous allez faire sur les deux plateformes sera différente. On aura toujours du visuel sur Facebook, mais on aura plus de texte, on aura des liens dans les contenus pour pouvoir envoyer peut-être vers notre site internet ou vers une place de marché ou autre. Alors que sur Instagram, on aura un peu de texte, mais on sera vraiment sur je veux toucher quelqu'un de nouveau et je veux le renvoyer vers les autres sources. Je veux peut-être le renvoyer vers Facebook, je veux le renvoyer vers mon site internet. Enfin, je veux le renvoyer vers mes plateformes qui permettent de faire de la conversion derrière. D'accord. Une autre question, David, on nous demande, est-ce que la publicité sur Facebook fonctionne de la même manière que la publicité sur Google? La mécanique de base, c'est pas la même. Comme j'ai dit, sur Google Ads, en fait, vous allez déterminer des mots-clés et après, vous allez faire un ciblage en fonction de ces mots-clés. Et donc, ça va énormément fonctionner par exemple, sur des produits où vous aurez déterminé quels sont les bons mots à utiliser. Alors que sur Facebook Ads, même si on va mettre en avant peut-être des produits, on va mettre en avant ses services, on va avant tout cibler la personne. C'est-à-dire qu'on est plus sur un ciblage hyper pointu de la personne. On va déterminer peut-être une tranche d'âge, on va déterminer des intérêts. En fait, c'est tout l'intérêt de Facebook en publicité, ce sont les centres d'intérêt des gens. À partir des centres d'intérêt qu'ils ont, qui n'existent pas sur Google Ads, on va pouvoir vraiment cibler de manière très particulière les gens. La grosse différence, en fait, je pense, c'est que avec Google Ads, vous pouvez potentiellement cibler des personnes qui ne sont pas nécessairement intéressées par ce que vous faites, des personnes qui vont se perdre, là où le taux de perte sera moins important sur Facebook, puisque le ciblage à la personne sur le centre d'intérêt, sur son CSP, sur son âge, sur ses habitudes de consommation sont tellement détaillés que la perte est quand même moins importante. Oui. Une question de Sylvie concernant l'intérêt des places de marché type eBay. L'intérêt, c'est que vous bénéficiez de toute la puissance de eBay et si vous n'avez pas aujourd'hui de site internet, c'est un nouveau moyen de se faire connaître. Ça permet de multiplier les canaux pour se faire connaître. Alors bien sûr, après, quand vous êtes sur une place de marché comme eBay ou comme Rakuten ou sur les places qui sont proposées par la Fnac, ce genre de choses, vous avez un pourcentage à leur donner, il y a certaines restrictions, mais ça permet d'avoir un autre canal. Donc, c'est très intéressant, je pense, lorsqu'on n'a pas soi-même son propre canal à soi pour faire de la vente en ligne et ça peut être un ajout supplémentaire. Là, on a vu dans la période actuelle des commerçants qui n'avaient pas aujourd'hui de site internet se sont lancés sur eBay ou sur ce genre de plateforme pour mettre leurs produits en ligne. Ça peut être un complément à un site internet intéressant. Une autre question aussi, c'est sur Facebook, existe-t-il des boutiques sur Facebook? En gros, comment fonctionne Alors, comme je disais tout à l'heure, moi, Facebook, je connais les bonnes pratiques pour communiquer. Après, je ne suis pas nécessairement un spécialiste sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, oui.
Oui. On peut vendre ses produits sur Facebook. Je ne suis pas assez spécialiste pour entrer dans le détail de ce genre de choses, mais par contre, on peut faire intervenir un spécialiste sur le sujet pour vraiment rentrer sur le process. Mais en tout cas, oui, il y a des commerçants qui font tout leur commerce sur Facebook sans passant par Marketplace ou sans en mettant les produits différemment en vente. En tout cas, les process existent et si vous voulez, si vous êtes vraiment intéressé, on peut réfléchir pour lancer assez rapidement un webinaire sur ce genre de choses, à la fois sur Facebook, à la fois sur Instagram. Comment bien valoriser ses produits. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour des questions parce que Ok. j'en vois pas d'autres apparaître. En tout cas, voilà, on a dépassé le temps imparti, donc ça va être le moment de vous dire au revoir, de remercier l'ensemble des participants d'avoir suivi ce webinaire. Je remercie David pour sa présentation qui a été très complète. Merci à toi, Jamel. On remercie aussi la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée qui était à l'initiative de cet atelier numérique. Et puis, on vous rappelle aussi qu'il y a une enquête de satisfaction qu'il conviendrait de remplir si ça vous est possible. Ça nous permettra de vous envoyer un mail avec la présentation de cette réunion, de ce webinaire, que vous pourrez télécharger aussi. Hein. Et puis, je vous rappelle aussi qu'il y a le post Facebook hein, pour revoir en live, pour voir plutôt en replay la présentation. Voilà, je ne sais pas si David, tu as un mot à rajouter. Mais Tout on a simplement, si terminé. vous avez besoin de nous, vous pouvez nous contacter. Vous avez nos mails sur cette page-là. Donc, Jamel, qui est le conseiller commerce BG, je pense que vous connaissez tous. Et si vous avez des questions qui sont vraiment digitales, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si je peux répondre, si je peux vous accompagner, on est là pour ça. On va lancer mercredi un autre webinaire à destination de l'ensemble des commerçants. On sera un peu en mode questions-réponses. On va vous présenter un peu plus en détail certaines choses qu'on a vues aujourd'hui. On sera vraiment en mode questions-réponses et on va essayer d'apporter le plus de solutions possibles pour pouvoir faire du commerce en ces temps de crise. Donc, si vous voulez y participer, n'hésitez pas. Les liens sont déjà sur nos réseaux sociaux, sont déjà sur l'agenda de la Chambre de commerce. Et du coup, moi, je remercie encore les équipes qu'il y a derrière, Marc notamment, Anaïs aussi qui a fait la communication sur les réseaux sociaux et Jamel pour ton aide sur cet atelier. Et si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. En tout cas, merci à vous. Bon courage en tout cas pendant cette période difficile et on vous souhaite une excellente journée. Merci. Au À très revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.